14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-midi info. Nous sommes ensemble jusqu'à 18 h. Bonjour à tous, bonjour Valentin. Bonjour. À la une aujourd'hui, ce drame dans le Puy-de-Dôme. 2 personnes sont mortes ce matin en marge d'un rallye automobile à Orlac. Une voiture a fait une sortie de route et a percuté le public. L'an dernier, une autre personne avait perdu la vie sur ce même rallye. Les incendies et le sud de la France de nouveau en vigilance maximale. Les Bouches-du-Rhône sont en alerte rouge, feu de forêt. Le reste du pourtour méditerranéen est en alerte orange. Les pompiers sont sur le qui-vive depuis ce matin et nous serons sur le terrain avec eux dans un instant avec notre reporter Milan Argelas. Le budget 2026, comment faire pour économiser 5,5 milliards d'euros? C'est la question que se pose le ministère de la Santé. Pour y arriver, plusieurs pistes sont à l'étude, notamment une refonte des arrêts maladie. Leur délivrance sera plus encadrée, les contrôles plus nombreux. Et puis Donald Trump est arrivé en Écosse, le président des États-Unis en visite officielle pour 5 jours. Au programme des discussions, notamment sur les droits de douane avec l'UE, la situation humanitaire également à Gaza, mais aussi aujourd'hui du repos. Et vous le voyez, le profil des terrains de golf écossais. Nous avons donc appris à la mi-journée ce drame dans le Puy-de-Dôme. 2 personnes ont été tuées en marge d'un rallye. On en parle avec vous, Célia Vallet. Que s'est-il passé ? Eh bien, selon le parquet de Clermont-Ferrand, à notre service police-justice, c'était ce matin sur la commune d'Arlanque, dans le Puy-de-Dôme. C'était un rallye automobile où 2 personnes donc sont décédées et une personne est en urgence absolue. Selon les organisateurs, les personnes touchées étaient positionnées dans une zone qui était interdite au public. C'était une zone qui était signalée par de la rubalise et des panneaux. L'équipe qui était dans la voiture de rallye est légèrement blessée. Ils ont été pris en charge, mais selon les premiers éléments, le pilote aurait perdu le contrôle. C'était sur une ligne droite. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule pour une raison indéterminée. On ne connaît pas encore les raisons. La voiture aurait fait plusieurs tonneaux et puis elle aurait percuté ce groupe donc de spectateurs qui se trouvaient là. À l'heure où je vous parle, le rallye, il est annulé et la procureure se rend sur place. Merci beaucoup pour ces premières informations sur ce drame donc survenu dans le Puy-de-Dôme, sur lequel nous reviendrons évidemment plus largement dans nos prochaines éditions. Également dans l'actualité, attention à ce risque d'incendie dans le sud du pays. Vigilance maximale dans les Bouches-du-Rhône aujourd'hui avec 23 massifs forestiers qui sont fermés sur les 25 qu'ils comptent. Et c'est tout le pourtour méditerranéen qui est en alerte. Oui, on va retrouver Milan Argelas depuis Belcoden. Milan, vous suivez les pompiers aujourd'hui pour BFM TV. Le mot d'ordre, c'est surveillance et prévention. Oui, avec Nordine Ali Saïd, nous sommes en ce moment même au cœur d'un dispositif préventif de sapeurs-pompiers. Vous voyez sur ces images les camions prépositionnés ici depuis midi. Au total, 120 véhicules sont mobilisés ici, sont déployés depuis donc aujourd'hui. Et puis, il y a 400 pompiers mobilisés sur le terrain. C'est le cas justement du capitaine Quentin Delbé que nous allons retrouver. Capitaine, expliquez-nous, est-ce que vous avez eu à intervenir ce matin? Quelle est la situation ? Aujourd'hui, on a fait plusieurs départs de feu donc qu'on a pu maîtriser ce matin, mais surtout les heures les plus à risque sont à venir. C'est pour ça qu'on prépositionne ces moyens au plus proche des risques. Donc ici, ce que vous pouvez constater. Justement, en quoi consiste une journée de travail de prévention comme aujourd'hui ? L'objectif, c'est de prépositionner des moyens d'intervention au feu de forêt au plus proche des risques. C'est l'objet du groupe d'intervention qu'on peut voir ici. Ils sont à proximité de massifs forestiers et proches des axes routiers et autoroutiers afin d'intervenir au plus vite et de faire de l'attaque de feux naissants en maillant le territoire. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières auxquelles vous faites face ou alors qui rendent plus compliqué votre travail ? Pour nous, les difficultés sont l'acculturation de la population aux risques auxquels il est soumis. On est dans un département boisé avec des habitations, avec du tourisme. Il faut vraiment que la population s'acculture à ce risque et qu'il consulte notamment toutes les communications qui sont faites par la préfecture sur l'accès au massif, sur l'emploi du feu, sur la sensibilisation des géométaux. On ne cessera de le répéter avec cette journée à risque. Merci beaucoup, capitaine. Et en plus de ces 400 pompiers mobilisés sur le terrain, il y en a 500 qui le sont dans les 61 casernes du département. Et donc 500 pompiers qui sont prêts à être déployés en cas de départ de feu ici dans les Bouches-du-Rhône. Merci Milan Argelas, en direct de Belcoden dans les Bouches-du-Rhône avec Nordine Ali Saïd. Et notez donc que demain, en plus de ce département des Bouches-du-Rhône, il y aura également le Var qui sera placé en alerte rouge, feu de forêt par Météo France. Et on continue de parler de ces risques d'incendie avec vous, Loïc Rivière, journaliste météo climat BFM TV. Loïc, ce qui pose problème en fait aujourd'hui et peut-être demain, c'est le Mistral et la Tramontane. C'est vraiment l'élément
je vais y arriver, déterminant en ce moment. C'est le vent, on l'a bien vu lors des précédents épisodes il y a quelques semaines. C'est déjà la 3e vigilance rouge. À chaque fois qu'on dépasse 70-80 km/h de vent, la situation devient critique. Vigilance rouge donc pour les Bouches-du-Rhône. Le risque d'incendie est élevé sur une bonne partie du bassin méditerranéen. On a relevé plus de 80 km/h du côté d'Avignon. À Leucate, 70 km/h à Marseille. Là, en ce moment, on a 31 degrés en direction d'Aix-en-Provence. C'est vrai que c'est frais sur une bonne partie du pays, mais la chaleur s'est repliée en Méditerranée, donc des pointes à 32, voire 33 degrés cet après-midi. Dans ces conditions, l'humidité dans l'air va baisser sensiblement jusqu'à 20-30%. Et donc, ce vent accélère, notamment dans la vallée du Rhône et entre la montagne Noire et les Pyrénées. Mistral, tramontane très puissant aujourd'hui, demain, et même jusqu'à 90, voire 100 km/h pour ce lundi. Ce sont des rafales tempétueuses. Vous êtes peut-être en partance pour les vacances. Vous serez nombreux sur les routes, dans la vallée du Rhône notamment. Ce n'est pas du tout le moment pour laisser échapper un mégot sur le bas-côté. La moindre étincelle, la moindre braise peut tout enflammer. Le risque d'incendie sera encore plus sévère pour le département du Var ce dimanche. Vigilance rouge donc pour 2 départements. Vigilance orange sera maintenue également pour le Vaucluse et pour le département de l'Aude. Loïc, justement dans ces conditions, est-ce qu'il y a une amélioration en vue à prévoir? Quand? Il faut patienter jusqu'à ce que le vent finisse par retomber. Les températures vont rester élevées en Méditerranée pour une bonne partie de la semaine prochaine. On va conserver des conditions anticycloniques. Ce coup de vent va nous emmener jusqu'à lundi, probablement mardi également. Il faudra patienter jusqu'à mercredi pour le voir retomber progressivement. Merci beaucoup Loïc pour ces dernières prévisions. Charles Groux, vous êtes expert en sécurité chez IP2S. On le rappelle, 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Vigilance absolue ces prochaines heures. Oui, évidemment, il faut mettre un axe fort sur la prévention, pas de mégots de cigarettes. Dès que vous avez un problème sur l'autoroute avec vos véhicules, départ de feu, essayez d'utiliser les extincteurs qui sont à proximité. On rappelle que sur tous les poids lourds, il y a des extincteurs. Donc, dès que vous avez un départ de feu, s'il vous plaît, utilisez les extincteurs si vous pouvez, bien évidemment. Toujours cet axe de prévention. On est vraiment dans la zone des 3-30, plus de 30 degrés. Humidité au sol inférieure à 30% et vent supérieur à 30 km/h. Comme le disait Loïc, on va atteindre des pointes à 90 km/h. C'est des facteurs qui sont très aggravants pour la propagation des feux de forêt. Ouais, tous les éléments sont réunis, vous le dites, pour générer ces départs de feu. Alors vous avez donné l'exemple des mégots de cigarettes, c'est ceux auxquels on pense le plus généralement. Il y a aussi d'autres facteurs auxquels on pense moins. Il y a le barbecue, il y a aussi les travaux parfois, c'est ça ? Oui, tout ce qui est travaux par point chaud, évidemment, tout ce qui est étincelles, qui va produire des étincelles ou des échauffements. On se dit, tiens, je suis dans le jardin, je suis dans le sud, c'est mon jardin. Mais non, ça peut partir du jardin. Le sol est très très sec. La végétation demande qu'à s'embraser dans la région. Donc, pas de barbecue. Enfin, le barbecue, qu'il soit bien éteint. On ne verse pas les cendres au sol, on les laisse dans le barbecue. Même plusieurs heures après le barbecue, même le lendemain matin, on les laisse dans le barbecue. Et tout ce qui est travaux par point chaud va à proscrire aux abords de la végétation. Charles Groux, une petite question notamment sur la prévention. Comment elle s'organise? Comment les pompiers font-ils pour être sur le qui-vive, pour savoir détecter le début d'un point chaud et intervenir très rapidement? Il y a toute une doctrine en fait française. Aujourd'hui, comme le disait le commandant des sapeurs-pompiers qui était interviewé juste avant, ils ont déployé des DIP, donc c'est des déploiements d'intervention préventifs. Ce sont des camions qui sont mis à des endroits stratégiques pour pouvoir faire tout de suite, à chaque départ de feu, une attaque massive en un temps record. Alors, ces dispositifs, ça mobilise beaucoup de moyens, et on le rappelle, il y a une grande partie de la population qui fait une migration en ce moment du nord vers le sud, et les pompiers du sud ont une augmentation des interventions, notamment des feux de forêt, et aussi des interventions du quotidien qu'ils doivent assurer. Merci beaucoup Charles Groux d'avoir répondu à nos questions, expert en sécurité incendie chez IP2S. Merci également à Loïc Rivière pour ce point de situation. Attention dans les Bouches-du-Rhône, particulièrement aujourd'hui. 14h08 dans l'actualité, on vous reparle également de ce budget 2026 et de ces économies. Sur les 44 milliards à trouver, il en faut trouver 5
demi dans le secteur de la santé. Et pour y arriver, le ministère de la Santé évoque plusieurs pistes, notamment limiter les arrêts maladie. Oui, Catherine Vautrin souhaite limiter les arrêts de travail prescrits en médecine de ville à 15 jours et à 1 mois en sortie d'hospitalisation. Une mesure pour, je cite, mettre fin aux abus. Le syndicat de médecins MG France met en garde contre une décision qui risque, selon lui, de jeter de la suspicion sur les malades. En réalité, il y a eu des contrôles de l'assurance maladie sur des personnes qui avaient suspecté d'arrêt qui étaient plus justifiés. Et effectivement, il y en a 1 sur 2 qui a été sorti du régime d'arrêt de travail parce qu'en fait, tout simplement, il y en a une partie qui est partie en invalidité. Donc, on a déplacé la dépense sur un autre poste de financement, mais ces gens n'ont pas disparu et sont malades. Et puis, vous en avez une partie, tout simplement, qui reste malade, mais leur état de santé ne s'améliore pas et donc l'arrêt est consolidé. Donc, je pense qu'il faut, sur ces sujets, être assez précis et ne pas chercher à semer la division entre ou semer la suspicion entre les personnes. Bonjour David Amiel, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Ensemble pour la République de Paris. Première question, limiter donc ces arrêts de travail, c'est l'une des pistes qui est évoquée dans cette interview au Monde. C'est une mesure, selon vous, pertinente pour faire des économies ? Je voudrais d'abord rappeler, parce que vous parliez de faire des économies, que ce que propose Catherine Vautrin dans cette interview très courageuse, ce n'est pas de baisser les dépenses de santé, c'est simplement de limiter leur augmentation, puisqu'elles continueront à augmenter, et c'est normal au fur et à mesure que la population vieillit, que les thérapies sont plus coûteuses parce qu'elles sont plus performantes. Et donc si on veut pouvoir continuer à financer ce système qui est l'un des plus généreux et l'un des plus performants au monde, il faut limiter certains postes d'augmentation des dépenses, et c'est le cas des arrêts de travail, parce que les arrêts de travail ont considérablement augmenté ces dernières années. Ils sont passés de 7 milliards d'euros à peu près en 2017 à 12 milliards d'euros en 5 ans. Il faut s'attaquer à toutes les causes qui permettent de l'expliquer. Il y a les mesures que vous avez mentionnées. Il y a aussi la prévention qui est extrêmement importante. Je pense en particulier à tout l'engagement de Catherine Vautrin en matière de santé mentale, parce qu'on sait que derrière les arrêts de travail, il peut aussi y avoir des burn-out, des dépressions, des maladies psy qui ne sont pas bien prises en charge. Et il faut évidemment pouvoir aussi cibler quelques professionnels qui prescrivent de manière très abusive des arrêts de travail. C'est ce que fait l'assurance maladie également. Vous comprenez que pour les Français, quand le gouvernement dit il faut limiter, contrôler plus les arrêts maladie, on a l'impression de jeter la faute sur les malades ? Absolument pas. Je pense que tout le monde comprend très bien que la plupart des arrêts de travail sont parfaitement justifiés. Ils sont importants évidemment pour la personne concernée. Ils sont importants aussi pour prévenir des contagions, des épidémies au travail. Mais que précisément pour pouvoir maintenir ce système, il faut éviter d'avoir des abus. C'est à ça que le gouvernement compte s'attaquer. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il propose qu'un premier arrêt de travail ne puisse durer que 15 jours, parce que ça permet d'abord de s'assurer, si vous êtes évidemment vraiment malade, et c'est le cas de l'immense majorité des personnes, qu'il y ait un vrai suivi médical. Et puis évidemment, si le retour au travail est possible, et bien qu'il puisse se faire. C'est vraiment l'idée précisément de pouvoir lutter contre les abus, de pouvoir lutter contre les fraudes pour protéger vraiment l'immense majorité des Français qui en ont besoin. Vous évoquez justement les abus. Il y a cette donnée sur les contrôles concernant les arrêts maladie de plus de 18 mois. 50% d'entre eux ne seraient pas justifiés. Vous abondez ? Ce n'est pas moi qui ai énoncé ce chiffre, ce n'est pas non plus le ministère, c'est le résultat des contrôles opérés par les agents de l'assurance maladie sur les arrêts de travail de plus de 18 mois. Donc évidemment que ça nous oblige à réformer le système. Ça a été dit à l'instant à votre antenne. Certains arrêts de travail ne sont plus justifiés parce que les personnes sont en invalidité. Elles doivent être, dans ce cas-là, être considérées comme telles. Mais certains, effectivement, peuvent reprendre le travail. C'est ce qui est expliqué de manière très claire dans le rapport de l'assurance maladie. Et donc, ça justifie de pouvoir avoir des contrôles plus poussés, mais surtout d'éviter qu'on en arrive là. C'est-à-dire d'éviter que des personnes puissent, pendant 18 mois, échapper à tout suivi médical. C'est bon ni pour la santé publique, ni pour les comptes publics. Vous avez entendu ce médecin qui a peur que cette mesure jette la suspicion sur les malades. Comment, selon vous, peut-on garantir un juste contrôle ? Vous savez, c'est toujours le même débat. Quand on veut lutter contre la fraude, contre les abus, dans quelques domaines que ce soit, ça ne jette pas la suspicion sur l'ensemble des personnes. Au contraire, ça l'évite. Parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui disent « Oh là là, tous ceux qui font des arrêts de travail, c'est injustifié, etc. » Ce qui n'est évidemment pas le cas. Et donc, il faut pouvoir, au contraire, montrer qu'on sait lutter contre les fraudes, contre les abus, pour précisément garantir les droits de l'immense majorité qui en ont besoin.
Merci David Amiel, député Ensemble pour la République de Paris, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Et pendant ce temps, justement sur ce dossier budgétaire plus global, Marine Le Pen, elle continue de mettre la pression sur François Bayrou. Elle a envoyé une lettre au chef du gouvernement. Oui, à l'intérieur, elle estime ne pas avoir été assez consultée ces dernières semaines. Elle propose aussi des mesures pour faire des économies sur le budget 2026. On voit ça avec Kylian Chaput. Voici la lettre que Marine Le Pen a envoyée au Premier ministre hier. À l'intérieur, elle estime ne pas avoir été suffisamment consultée pour le budget 2026. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale dénonce aussi les grandes orientations décidées par François Bayrou. Les arbitrages que vous avez rendus sont profondément injustes pour les Françaises et les Français, mais de surcroît, ils échoueront à rétablir les finances de la France. Le Rassemblement national propose d'étudier 3 postes de dépenses qu'il considère tabous pour faire des économies. Nous donnons des pistes, l'immigration qui n'est jamais mis à contribution, les gaspillages de l'État, les dépenses indues de l'État qui ne sont jamais mises à contribution, et la bureaucratie européenne qui n'est jamais mise à contribution. Voilà, ce sont des pistes qui permettraient d'épargner les Français tout en faisant des économies. La lettre de Marine Le Pen vise à maintenir la pression sur le Premier ministre, déjà en difficulté pour trouver des alliés sur le budget. On connaît la fin de ce film sur le budget. Il ne peut se terminer autrement que par l'article 49 alinéa 3 de la Constitution et donc un vote ou pas de censure parce qu'il n'y aura pas de majorité pour voter ce budget. Le Rassemblement national n'exclut pas de censurer le gouvernement s'il n'est pas entendu par François Bayrou. La présentation définitive du budget par le Premier ministre est attendue à la rentrée. La situation à Gaza, le secrétaire général de l'ONU dénonce un manque d'humanité et de compassion pour les Palestiniens. Antonio Guterres plaide également pour un accès humanitaire immédiat et sans entrave dans la bande de Gaza. Et hier, Paris, Londres et Berlin ont appelé dans un communiqué commun à faire cesser immédiatement la catastrophe humanitaire à Gaza. Sur place, la famine progresse. Des centaines d'enfants amaigris sont dans un état critique. Attention, certaines images que vous allez voir peuvent être difficiles. Pierre Lourbous, Camille Plaisant. Sama, maman de 6 enfants, a trouvé refuge dans cette école de Gaza. 2 de ses enfants souffrent de malnutrition. C'est dans cette cuisine de fortune qu'elle prépare le peu de nourriture qu'elle a. Je leur donne 2 cuillères de céréales et quand je les nourris, ils n'arrêtent pas de pleurer. J'ai peur qu'un de mes enfants meure à cause de leur malnutrition. Cette semaine, plus d'une centaine d'ONG ont alerté sur le risque de famine dans la bande de Gaza. Dans cet hôpital, les cas de malnutrition atteignent des niveaux alarmants. Rien que pour les 2 premières semaines de juillet, nous avons accueilli 5000 enfants confrontés à la malnutrition. C'est une augmentation considérable depuis le cessez-le-feu en février. Ici, c'est toute l'enclave qui a faim. Dans un quartier de Gaza, la population se bat pour avoir quelques gouttes de cette soupe. Cela sera sans doute leur seul repas de la journée. Il n'y a plus de farine, plus de riz. Si j'avais tout ça, je ne serais pas venue à la soupe populaire. Nous n'avons rien. Paris, Londres et Berlin dénoncent une catastrophe humanitaire devant cesser immédiatement. Sur ces images, des journalistes escortés par l'armée israélienne ont pu filmer les stocks de l'aide humanitaire en attente d'acheminement au point de passage de Kerem Shalom. Tsahal annonce autoriser de nouveau le largage d'aide humanitaire en provenance de pays étrangers. Et dans ce contexte, Emmanuel Macron assure que la France se coordonne face aux grandes crises. Regardez ce message posté sur le réseau social X du président de la République. Il explique s'être entretenu avec le chancelier allemand et le Premier ministre britannique sur la situation à Gaza, mais aussi en Iran et en Ukraine. Ensemble, dit-il, nous sommes déterminés à faire avancer la paix et la sécurité avec unité, constance et responsabilité. Et à Gaza, justement, on a appris que les largages d'aide humanitaire allaient reprendre. C'est ce qu'a affirmé un responsable israélien, nos confrères de l'AFP. On en parle avec vous, Betsabé Salem, notre correspondante à Tel Aviv. Ces largages devraient reprendre dans les prochaines heures. Ils seront organisés notamment par la Jordanie. Oui, effectivement, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, on voit bien que d'un côté, Israël refuse d'admettre qu'il y a une situation de famine à Gaza et de l'autre, les autorités israéliennes semblent admettre dans les faits qu'il y a urgence. Il y a aussi, bien sûr, vous en avez parlé à l'instant, la pression internationale et puis il y a pression aussi en Israël, la pression qui s'accroît sur cette fin à Gaza avec de plus en plus de sujets dans les médias, des manifestations aussi qui se succèdent comme ici encore à Tel Aviv.
il y a quelques jours. Alors est-ce qu'il y aura véritablement un impact de ces largages d'aide humanitaire? Certainement pas. Cette expérience, elle a été menée il y a un an en coordination avec la France, notamment la Jordanie, les États-Unis, comme cette fois, et des dizaines de milliers de repas ont été certes distribués dans le nord de Gaza, mais ça a un impact effectivement très limité puisqu'on parle d'une population d'environ 2 millions d'habitants. Le problème, c'est que le mécanisme de distribution d'aide humanitaire, il ne fonctionne pas. On le voit depuis des semaines avec des centaines de civils palestiniens qui sont morts en allant chercher de la nourriture, soit parce qu'ils ont été tués par l'armée israélienne, soit parce qu'ils ont été écrasés par la foule. On voit que le nombre de centres de distribution est trop peu nombreux, qu'ils sont trop loin de la population. Ajoutez à cela qu'en plus les Gazaouis doivent aller à pied pendant des heures sous le soleil chercher cette nourriture puisqu'ils n'ont pas le droit d'y aller en voiture. Et puis énième preuve que ce mécanisme ne fonctionne pas. Hier, l'armée a annoncé avoir détruit des dizaines de milliers d'articles d'aide humanitaire. On parle de nourriture, d'eau, de médicaments qui sont restés pendant des semaines à Kerem Shalom côté palestinien attendant d'être distribués et qui finalement étaient avariés. Alors l'ONU et Israël s'accusent l'un et l'autre. On ne sait pas qui est responsable. En attendant, des milliers d'autres colis attendent encore au soleil d'être distribués et pourraient subir le même sort. Merci Bethsabée Salem en direct de Tel Aviv pour BFM TV. Justement, au sujet de cette aide humanitaire, on apprend que Londres travaille, je cite, à un plan pour larguer cette aide par voie aérienne. Plus de précisions évidemment prochainement. Et dans ce contexte international très tendu, Donald Trump, lui, est arrivé en Écosse, le président des États-Unis qui est en visite pour 5 jours. Oui, on en parle avec notre correspondant aux États-Unis, Antoine Hollard. Antoine, programme très allégé pour Donald Trump puisqu'il joue au golf, mais on le voit, il y a des manifestations anti-Trump actuellement pour protester contre sa venue en Écosse. Oui, exactement, des manifestations dans plusieurs villes de Grande-Bretagne et Donald Trump, en fait, ce voyage en Écosse pour lui tombe à point nommé. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'il est empêtré dans cette affaire Epstein qui fait les gros titres ici aux États-Unis. Pour la première fois depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump semble avoir perdu le contrôle du narratif. Il n'arrive pas à se défaire de cette crise et donc en traversant l'Atlantique, il espère mettre cette polémique à distance. Alors ça n'a pas complètement fonctionné puisque hier soir, dès son arrivée en Écosse, à sa sortie de l'avion, il a dû à nouveau se justifier et répondre à des questions après de nouvelles révélations dans la presse. Mais quoi qu'il en soit, on voit que Donald Trump veut faire une coupure et vous l'avez dit, son programme aujourd'hui est très léger. Ce sera simplement du golf, notamment sur un nouveau parcours qu'il a inauguré et qui porte le nom de sa mère qui est née et qui a grandi en Écosse. Alors le président Trump ne va pas seulement se reposer en Écosse, il a plusieurs rendez-vous à son agenda ces prochains jours. Demain en particulier, il doit rencontrer Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour parler évidemment des droits de douane, puisque la date butoir approche à grands pas. Il reste moins d'une semaine pour trouver un accord, faute de quoi le président américain a annoncé qu'il taxerait tous les produits européens à hauteur de 30%. Hier, en arrivant en Écosse, il a d'ailleurs remis un coup de pression sur l'Union européenne en disant que pour le moment, rien n'est fait. Et lorsqu'on l'interroge sur les chances de conclure un deal, Trump répond que c'est du 50-50. On voit d'ailleurs au passage la stratégie de communication de Donald Trump. Les droits de douane, la guerre commerciale, ce sont des sujets porteurs pour lui. Et en mettant l'accent là-dessus, il espère à nouveau détourner l'attention de l'affaire Epstein. Antoine, nul doute non plus qu'il y aura au milieu de ces discussions la situation à Gaza qui sera évoquée. Oui, exactement. Et ça, ce sera notamment lundi avec le Premier ministre britannique Keir Starmer qui doit rencontrer Donald Trump en Écosse. Alors les deux hommes vont à nouveau là aussi parler droits de douane puisque les États-Unis et le Royaume-Uni ont conclu un accord mais que certains détails restent encore à régler. Mais évidemment, les deux hommes parleront aussi de grands enjeux diplomatiques du moment et en particulier la situation à Gaza. À ce sujet, d'ailleurs, Donald Trump, avant de quitter les États-Unis, a étrillé l'initiative de Emmanuel Macron et sur la reconnaissance d'un État palestinien. Cette déclaration n'a aucune importance. Voilà ce que dit Donald Trump. Réaction sans surprise puisque les États-Unis avaient déjà condamné cette initiative. L'administration Trump, qui est globalement alignée sur Israël, Washington estime notamment que la famine à Gaza est provoquée par le Hamas, l'organisation terroriste qui, selon les Américains, détournerait et pillerait les colis d'aide humanitaire au détriment de la population. Antoine Hollard depuis Washington pour BFM TV. Merci beaucoup. Tout de suite, l'infotrafic. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble.
C'est donc un nouveau week-end de chassés-croisés en France. Ça bouchonne sur les routes, bison futé, voie rouge sur tout le pays dans le sens des départs. Si vous êtes dans le sens des retours, vous le voyez, c'est pas beaucoup mieux. Rouge dans le quart nord-ouest et dans le sud-est. Ailleurs, c'est orange. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Restez bien avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur ce drame qui s'est produit à Arlan, dans le Puy-de-Dôme. 2 personnes sont mortes, percutées en marge d'un rallye. La voiture a fait une sortie de route sur une ligne droite. On ne sait pas encore pourquoi il y a eu cet accident. Les personnes étaient situées dans une zone interdite au public. À tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de toit. Avec le temps, votre toit se fragilise, créant des problèmes d'infiltration et d'isolation. Mais avec autoiture.com, refaites votre toit en express. Remplacement de l'étanchéité, de lithos et de tuiles. Pour un toit neuf et garanti 10 ans. Inscrivez-vous sur autoiture.com pour un devis immédiat. Autoiture.com. Les amis, devant moi, tous les produits d'un colis comme j'aime, soit 28 jours de programme, des lasagnes, du couscous, des moelleux au chocolat, le tout livré directement chez vous. Et en plus, en ce moment, vous avez une réduction de 100 € sur votre premier colis. Et avec comme j'aime, vous le savez, on perd du poids. Les clients perdent en moyenne 6 kilos dès le premier mois. Regardez Mélissa, moins 11 kilos, Sandrine, moins 21 kilos. Alors, pour profiter de moins 100 € sur votre premier colis, composez le 0800 37 37 37 ou comme j'aime.fr, c'est important.fr. C'est le moment de faire le plein d'énergie. Avec Nutribullet, un maximum de nutrition en un minimum d'effort. 7 jours sur 7. Vous savez pourquoi chez Carglass on vous demande votre numéro d'immatriculation? Eh ben regardez notre stock là. Ça nous permet d'identifier tout de suite votre pare-brise pour l'envoyer dans le centre que vous avez choisi. C'est pour ça que chez Carglass, on peut vous donner un rendez-vous très rapidement. Et en plus, vous n'avez rien à avancer, quel que soit votre assureur. Alors, si vous avez une urgence sur votre pare-brise, réservez tout de suite sur carglass.fr. Ou appelez Carglass au 3044, c'est gratuit. N'oubliez pas, carglass.fr ou appelez-nous au 3044. Et en plus, en ce moment, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Carglass répare, Carglass remplace. 8e édition du Grand Prix des maires. Maire élu, votre commune met en place des initiatives entreprenantes. Inscrivez-la dès maintenant sur grandprixdesmaires-candidature.fr. Contrairement à ce que tout le monde pense, on peut vivre sans connexion. Et tout le monde, hein. En vrai, il y a déjà plein de moments où on n'est pas connecté. Il y a même des endroits où on n'en a pas besoin. Et plein de moments aussi où on a mieux à faire. Tout ça pour dire qu'on n'est pas toujours obligé d'être connecté. Mais bon, c'est vrai aussi que parfois... T'as du réseau? Non, j'ai rien. Une bonne connexion, ça aide. C'est pour ça que choisir Orange, c'est choisir le réseau mobile numéro 1. On est là, mais bon, seulement si vous en avez besoin. Orange est là. Avec les portes blindées Torchman Metal. Votre sécurité en toute sérénité. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Regardez votre météo en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. Profitez de la météo avec Plouf, le maillot qui fait flotter pour reprendre le sport, booster vos performances ou profiter d'eau en toute sécurité. Les couleurs du ciel sont très belles au bord du lac d'Annecy ces jours-ci, en tout cas au coucher du soleil. L'humidité est toujours bien présente, la pluie est bien tombée. Ça reste mitigé effectivement sur une bonne partie du pays. Ça va le rester jusqu'en début de semaine prochaine, sauf en Méditerranée, temps sec, ensoleillé, réchauffé et surtout venté. Les Bouches-du-Rhône sont déjà en vigilance rouge. Une bonne partie du bassin est concernée par ce risque élevé, risque maximal également ce dimanche en direction du Var en vigilance rouge là aussi. Donc voyons maintenant à l'échelle du pays l'évolution de la situation avec cette goutte froide qui s'enroule en Italie. C'est elle qui provoque cet épisode de vent fort qui va se poursuivre jusqu'à lundi. Là, on pourrait s'approcher des 100 km/h, 70-80 km/h pour cet après-midi. Sur la plupart des régions, les nuages sont nombreux. On distingue tout de même de très belles éclaircies. Puis,
pour demain. Une perturbation va traverser une bonne moitié ouest. On va la retrouver le matin des Ardennes jusqu'à l'Aquitaine avec des pluies assez faibles. Ça va s'activer surtout en seconde partie de journée au nord de la Seine, en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y aura du monde sur la route à nouveau. Il y aura des orages sur ce secteur, notamment sur l'autoroute A6. Pour retrouver le soleil, il faudra aller vers le Val-de-Loire ou alors sur les plages, notamment près des côtes de la Manche, près de l'océan. Et donc, en Méditerranée, à peine un peu d'instabilité sur les reliefs corses. Les températures, le matin déjà 21 degrés autour du golfe du Lion, 18 à Paris et 13 degrés à Brest. Dans l'après-midi, ça baisse encore dans le nord du pays. Vous aurez de 20 à 25 degrés sur une bonne partie de nos régions, de 25 à 32 degrés des bords de la Garonne jusqu'à la Méditerranée. Le flux de nord sera encore plus sensible pour cette journée de lundi. Donc ce vent va accélérer. Un vent quasi tempétueux en Méditerranée et la neige va tomber sur les hauts sommets des Savoies pour cette journée de lundi. Mardi, le temps sera plus clément, encore un peu frais sur une bonne partie du pays. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était votre météo en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. C'était la météo avec Plouf, le maillot qui fait flotter pour reprendre le sport, booster vos performances ou profiter d'eau en toute sécurité. 14h30, bienvenue dans l'après-midi info. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h aujourd'hui et à la une, c'est 2 morts et un blessé grave. C'est le bilan de cet accident survenu après qu'un pilote a fait une sortie de route lors d'un rallye auto organisé à Arlan dans le Puy-de-Dôme. La course avait déjà été endeuillée l'an dernier. Le point sur cette enquête ouverte, ce sera dans un instant avec le préfet du Puy-de-Dôme en direct sur BFM TV. Limiter les arrêts maladie à 15 jours pour la première prescription. Dans les colonnes du Monde, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, détaille les pistes envisagées par son ministère. Objectif, économiser plus de 5 milliards d'euros. La mesure et d'autres font encore réagir, notamment les médecins. On les entendra dans ce journal. Attention, dans les Bouches-du-Rhône, cette alerte rouge au feu de forêt. Aujourd'hui, 23 des 25 massifs sont fermés. Plusieurs centaines de pompiers sont mobilisés dans des opérations de surveillance et de prévention. Nous serons à leur côté. Et puis face à la situation à Gaza, Emmanuel Macron annonce se coordonner avec ses partenaires allemands et britanniques. Il veut faire avancer la paix et la sécurité avec unité et constance. Un engagement qui concerne également l'Iran et l'Ukraine. Décryptage dans un instant. Mais tout d'abord, donc, ce tragique accident de rallye automobile de la Fourme d'Ambert dans le Puy-de-Dôme. Une enquête est donc ouverte après la mort de ces 2 personnes ce matin dans la commune d'Arlan. Une autre personne est également blessée. Bonjour Joël Mathurin, vous êtes le préfet du Puy-de-Dôme. Quel est le dernier bilan dont vous disposez? Bonjour, nous avons effectivement eu à déplorer un accident mortel. C'est une sortie de route d'un véhicule de course sur la commune de Saint-Just dans le cadre du rallye des Fourmes. Édition de cette année. Il y a 2 personnes, spectateurs, qui ont été percutés par le véhicule qui sont malheureusement décédés. Et nous avons, au moment où je vous parle, une personne en urgence absolue qui a été transportée par hélicoptère au CHU de Clermont-Ferrand avec un pronostic vital engagé. Et nous avons aussi une dizaine de personnes autres impliquées, soit en urgence relative, soit choquées. Une cellule psychologique a été ouverte à la salle des fêtes de la commune de Saint-Just et nous avons, avec les organisateurs, bien sûr, immédiatement arrêté le rallye et nous demandons, bien sûr, aux personnes, spectateurs, d'évacuer les lieux. Donc le rallye est terminé et de ne pas emprunter la départementale 251. Joël Mathurin, les personnes décédées se situaient dans une zone qui était interdite au public. Comment expliquer qu'elles aient pu se trouver là? Est-ce que la sécurisation de ce rallye était suffisante? Une enquête a été ouverte par Madame le procureur. Il appartiendra à l'enquête de préciser les circonstances, les responsabilités éventuelles. Au moment où je vous parle, bien sûr, je suis donc en pensée pour les victimes, pour leurs familles, qui sont en train d'être informées à ce moment même. Et donc, nous avons ouvert une cellule de psychologie pour pouvoir accompagner les personnes choquées. Il appartiendra, bien sûr, dans un deuxième temps, donc à l'enquête de préciser les circonstances de fait. Joël Mathurin, l'an dernier, un accident mortel avait déjà eu lieu sur ce même rallye. Est-ce que vous considérez cet événement particulièrement dangereux? Est-ce que sa configuration pourrait expliquer, par exemple, ce genre d'accident mortel? Nous avons, malheureusement, l'année dernière, effectivement, à déplorer le décès d'un commissaire de course sur ce même rallye des Fourmes. Et donc, à la suite de l'enquête et avant l'édition 2026, il appartiendra bien sûr
à faire toute la lumière sur les circonstances et pour voir les conditions d'une éventuelle autorisation nouvelle. Pour ce qui concerne l'édition 2025, toutes les mesures réglementaires ont été mises en place pour avoir donc l'autorisation de ce rallye. Mais une enquête est ouverte et nous examinerons après les conclusions de cette enquête la situation bien sûr pour la suite. Merci Joël Mathurin d'avoir été en direct sur BFM TV pour évoquer donc le dernier bilan de ce drame survenu à Arlans dans le Puy-de-Dôme. On continue de parler de cette information avec vous. Bernard Darniche, vous êtes ancien pilote de rallye. Comment cela se passe, vous qui êtes pilote, comment cela se passe la sécurité dans les rallyes? On voit souvent ces spectateurs qui se mettent juste à côté de la route. C'est souvent très dangereux. Oui, bonjour à tous. Avant tout, j'ai une pensée pour les malheureuses victimes et surtout les familles, évidemment. C'est un système où on vient pour s'amuser, où on vient pour observer un spectacle qui est grandiose en général, mais on ne se préoccupe jamais de sa propre sécurité. Moi, le message que j'aimerais faire passer, au-delà des règles, au-delà des systèmes de sécurisation faits par les organisateurs, il faut que les spectateurs se mettent dans l'idée que le risque de zéro n'existe pas et avant tout, il faut aller sur ces endroits en se protégeant, en essayant d'anticiper, d'essayer d'extrapoler si une voiture avait un problème. Alors ça peut être un problème mécanique, ça peut être une perte de contrôle, simplement le pilote a fait une faute de pilotage, mais dans tous les cas, il est quand même relativement facile de savoir où on peut se mettre sans risquer de subir une sortie de route tout à fait inattendue. Parce que les sorties de route, elles sont toujours inattendues. Et c'est quelque chose, malheureusement, quand on est pendant 20 ans dans ce genre de système, de métier comme moi, on en a tellement vu que seul le pire est certain. Il faut se mettre dans la tête que quand on est spectateur, le pire peut être certain. Donc protégez-vous. Justement, est-ce que vous, dans votre passif de pilote de rallye, vous avez pu observer des imprudences de ces spectateurs qui sont très attirés par le spectacle, qu'offrent vos courses de voitures? Est-ce que vous remarquez ce genre d'imprudence assez régulièrement, de gens qui se placent peut-être à des endroits interdits? Oui, parce que les spectateurs sont là par passion. Et par définition, la passion empêche le cerveau de fonctionner d'une façon rationnelle. La passion est très mauvaise conseillère. Et cette espèce de volonté d'être le plus près possible des voitures, des pilotes, de participer quelque part au spectacle. Vous savez, je ne veux pas rapporter ça, mais les courses de vachettes, les courses de taureaux dans les rues, on voit ça, c'est un peu de même nature. On veut être dans le spectacle. Le spectateur n'a pas la chance peut-être de pouvoir participer avec une auto de course, mais il veut s'identifier au pilote, aux coéquipiers, etc. Et cette passion est très mauvaise conseillère en termes de sécurité et de rationalité dans son attitude. Merci beaucoup Bernard Darniche d'avoir été avec nous sur BFM TV pour évoquer donc ce drame dans le Puy-de-Dôme où 2 personnes ont perdu la vie dans ce rallye d'Arlans. On vous parle également du budget et de ces 5,5 milliards d'euros qu'il faut trouver selon le ministère de la Santé. Pour y arriver, eh bien, la ministre envisage plusieurs pistes, comme notamment limiter les arrêts maladie. Oui, dans un entretien à nos confrères du Monde, Catherine Vautrin détaille ses moyens pour, je cite, responsabiliser les Français. Et ça suscite déjà de vives réactions. Louis Kelaf, Antoine Corvert. 5,5 milliards d'euros d'économies sur la santé en 2026. Et parmi les mesures envisagées pour y parvenir, le gouvernement souhaite réduire la durée du premier arrêt maladie délivré. Nous souhaitons limiter tout premier arrêt de travail prescrit en médecine de ville à 15 jours. Il n'y a aujourd'hui pas de durée maximale. Passé ces 15 jours, si le salarié est toujours malade, il devra donc retourner chez son médecin pour prolonger son arrêt. Je pense qu'il faut bien réguler ces arrêts maladie car les abus de petites maladies ou d'arrêts sont trop excessifs dans les entreprises et ça coûte trop cher à l'employeur. Les gens malades iront travailler, ils vont nous contaminer. Donc rien que pour le rhume, déjà, on peut penser juste au Covid. Il n'y avait pas d'arrêt maladie, mais bon, on n'a pas vu grand monde. Le gouvernement s'appuie sur des contrôles effectués sur les arrêts maladie de plus de 18 mois. 50% n'étaient plus justifiés selon le ministère. Les professionnels de santé, eux, souhaitent prendre le problème à la racine et demandent au gouvernement d'investir en premier lieu sur le bien-être au travail. Est-ce que Catherine Vautrin nous a dit, elle qui est ministre du Travail, qu'elle allait essayer de comprendre pourquoi il y a des arrêts si longs? Est-ce qu'on s'intéresse aux manières dont on travaille dans ce pays? Est-ce qu'on s'intéresse au rôle de la médecine du travail
dans les PME, dans les entreprises. Mais non, elle ne peut pas s'y intéresser. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'en trouve plus des médecins du travail. Donc en fait, on ne peut plus faire de prévention. De son côté, le gouvernement défend sa mesure qui permettrait d'assurer un meilleur suivi médical de l'assuré et une réévaluation plus régulière des situations. Bonjour Jérôme Marty, vous êtes médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Concernant ces arrêts maladie, l'une des pistes donc évoquées par la ministre pour mettre fin aux abus, dit-elle, elle préconise donc que pour la médecine de ville, on limite le premier arrêt à 15 jours et en post-hospitalisation à 1 mois. Est-ce que cet objectif de réévaluation régulière des situations, pour vous, c'est une bonne idée? Non, mais ils sont affolés. Je pense qu'on est devant un affolement qui les amène à prendre des décisions qui sont, passez-moi le terme, sans queue ni tête. D'abord, imaginez qu'on doit limiter tous les premiers arrêts à 15 jours. Ça tente à vouloir dire que les médecins font extrêmement mal leur boulot dans ce pays, qu'ils ne savent pas prescrire et que donc il faut les encadrer à ces mauvais médecins face à des mauvais patients qui, eux, abuseraient. Première chose, on rappellera que dans beaucoup de cas, il y a sur Amélie Pro, c'est le logiciel que l'on utilise en quelque sorte quand on prescrit par voie numérique, logiciel fait par l'assurance maladie, des ABAC de durée d'arrêt, dont beaucoup sont à plus de 3 semaines. Donc déjà, il va falloir qu'ils revoient ça. Mais ça, c'est anecdotique. Ce dont il faut parler, c'est d'abord la différence entre chaque patient qui demande une individualisation du soin. Et puis ensuite, le fait qu'il y a 7 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Et donc, la ministre va rajouter à l'envi des consultations dont la plupart ne serviront à rien, puisque nous verrons juste le patient pour constater qu'effectivement, il faut prolonger son arrêt de travail, parce que comme nous avions voulu le faire, effectivement, il demande plus de longueur d'arrêt. Et donc, ces gens-là vont prendre des places à des patients qui en auraient besoin. C'est nullissime sur le plan sanitaire. Et c'est nullissime sur le plan économique parce que ça va coûter encore plus cher en créant des consultations qui n'ont pas lieu d'être. Jérôme Marty, Catherine Vautrin dit dans cette interview du Monde que les contrôles sur les arrêts maladie de plus de 18 mois ont montré que pour la moitié d'entre eux, ces arrêts n'étaient pas justifiés. C'est comme ça qu'elle explique qu'il faut revoir ces durées de prescription. Selon vous, c'est faux ce qu'elle dit? Est-ce que vous pensez qu'il y a un seul patient en France en arrêt depuis plus de 18 mois, qui n'ait pas été contrôlé 1 fois, 2 fois, 3 fois par son médecin conseil? Ça n'existe pas. Les gens qui sont en arrêt depuis plus de 18 mois, ils ont forcément été contrôlés. Et donc le médecin conseil a, de concert avec le médecin traitant, prolongé l'arrêt. Je rappelle qu'un arrêt de travail, c'est collégial. Le médecin pose l'avis d'arrêt de travail et celui-ci est validé par l'assurance maladie. Alors, l'assurance maladie n'a pas les moyens de contrôler comme il le faudrait. Je rappelle qu'il y a près de 130 000 salariés à l'assurance maladie et qu'il n'y a même pas 6 000 médecins conseils. Peut-être faudrait-il réfléchir de ce côté-là aussi. Médecins conseils qui sont en train d'être mis sous tutelle et qui donc se lèvent contre cette mise sous tutelle pour garder leur indépendance. Il y a des choses graves qui sont en train de se passer, il va falloir mettre la lumière dessus. Justement, vous évoquiez cette situation délicate de pénurie de médecins, mais évidemment, ça ne va pas dans le sens des économies de budget. Expliquez-nous justement comment est-ce que l'équation peut être résolue dans ce contexte où on n'a pas assez de médecins, où il y a des malades qui ont besoin de soins et qu'on cherche à renvoyer au plus vite au travail. Quelles seraient les conséquences? Mais l'équation, elle peut être résolue simplement en regardant le volet financement, plus que le volet dépenses. La santé, on ne la regarde que sous l'angle de la dépense, alors que la santé, elle crée de la richesse, ne serait-ce d'ailleurs qu'en renvoyant les gens vers le travail, en les ayant soignés. Mais surtout, il faut regarder le mode de financement de l'assurance maladie, qui est le même depuis 1947, et la société a changé. Moi, je voudrais avoir une ministre du Travail qui me dit « nous allons faire de l'intelligence artificielle une grande cause nationale dans le sens de la politique ». Et donc, nous allons regarder quel va être l'impact sur les 5 prochaines années de l'intelligence artificielle dans notre pays, sur le plan de la santé, sur le plan des emplois, etc., etc. Nous sommes en train de vivre un virage sociétal extrêmement important et personne n'en parle. Et ça va changer tout, y compris le financement. Donc, vouloir taper sur les médecins, vouloir taper sur les malades, sans regarder le financement, ce qui amène de l'argent à l'assurance maladie, c'est folie. Et il faut changer les choses. Si je suis employeur, moi, que j'ai une machine qui fait le boulot de 14 salariés, cette machine, elle ne fait pas de cotisation sociale.
Il va quand même falloir, à l'heure de l'automatisation, et encore une fois, à l'heure de l'intelligence artificielle, il va falloir sans doute regarder la modification des financements. Merci beaucoup, Jérôme Marty, d'avoir été avec nous pour évoquer donc cette piste de Catherine Vautrin de limiter à 15 jours les premières prescriptions pour les arrêts maladie. On a bien compris que vous étiez foncièrement contre. On vous reparle également de ce risque maximal de feu dans les forêts du Bouches-du-Rhône. Météo France a placé le département en vigilance rouge. Chaleur, sécheresse, vent, tous les éléments sont donc réunis. Résultat, 23 des 25 massifs du département sont fermés et quelques 500 pompiers sont mobilisés pour surveiller, pour faire de la prévention. Mylène Argelas, Nordine Ali Saïd avec Fanny Regnault. Bonjour monsieur, malheureusement le parc est fermé aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer. Voilà le message auquel il faut s'attendre aujourd'hui pour toute personne voulant se rendre dans le parc national des Calanques. L'accès par voie terrestre est fermé, le risque d'incendie est trop important. Et ce sont les scouts et guides de France qui épaulent les pompiers pour avertir le public. Vous voulez faire un jogging, moi je vous invite plutôt à faire autour du stade. Égare à ceux qui voudraient passer outre les consignes. Si des promeneurs sont aperçus dans les collines, un signal radio est donné et les autorités sont prévenues avec à la clé 135 € d'amende. Pour mener leur mission à bien, les scouts déployés en plusieurs groupes de 3 sont équipés de cartes et de radios et dispersés à différents endroits du massif. Ici, donc on fait le point névralgique de lien avec les pompiers et avec les missions. Donc effectivement, les radios pour les départs en mission, les sacs de mission, l'ordinateur de suivi pour suivre en gros tous les appels, les besoins, etc. Toutes les cartes pour localiser les gens en patrouille ou pour localiser en gros les promeneurs qui auraient été repérés. Le parc des Calanques n'est pas le seul fermé. La vigilance rouge concerne tout le département. Sur les 25 massifs forestiers que comptent les Bouches-du-Rhône, 23 sont interdits au public aujourd'hui. 400 pompiers sont prépositionnés sur le terrain à des endroits stratégiques. Ces lieux, ils sont choisis dans les 25 massifs à proximité d'une voie rapide, justement pour pouvoir répondre à cette attaque de feu naissant. Aujourd'hui, ici à Aix-en-Provence, nous avons un massif emblématique, celui de la Sainte-Victoire, que nous devons protéger. Aujourd'hui, nous allons avoir plusieurs groupes d'intervention avec ces camions que nous voyons. Des engins spécifiquement conçus pour lutter contre les feux de forêt. Ils sont capables de s'auto-asperger d'eau. Des bouteilles d'air sont à l'intérieur pour le personnel et ils contiennent chacun 4000 litres d'eau pour lutter contre les flammes. Pour compléter le dispositif, 500 autres pompiers sont dans les casernes prêts à intervenir. Pour rappel, les jets de mégots représentent l'une des premières causes de départ de feu en France. On va essayer de bien poser la situation avec vous, Loïc Rivière, journaliste météo et climat BFM TV. Les Bouches-du-Rhône donc en vigilance rouge pour ces feux de forêt aujourd'hui et 5 autres départements en orange. Oui, départements en orange, le Var, le Vaucluse, le Gard, les Pyrénées-Orientales et le département de l'Aude. On vient de nous signaler un départ de feu à Sigean du côté de la zone artisanale. Alors on a 30 degrés là actuellement sur ce secteur dans le département de l'Aude, 30% d'humidité et plus de 30 km/h de vent. C'est précisément la règle des 3,30 évoqué par les pompiers, résumé également sur cette carte de vigilance. Le seul élément que vous ne voyez pas sur cette carte, c'est l'imprudence, le facteur humain. On sait que dans 9 cas sur 10, les départs de feu sont provoqués par une imprudence et parfois même de manière criminelle, beaucoup plus rarement évidemment. Sur une bonne partie du pays, le temps est frais aujourd'hui, mais la chaleur se replie en Méditerranée. On aura encore 32, 33 degrés cet après-midi. Le taux d'humidité va encore s'abaisser. On surveille surtout le vent, en réalité, qui accélère jusqu'à 70-80 km/h pour la tramontane et pour le Mistral. Vous voyez bien cette compression alpine, ce vent puissant qui va encore accélérer d'ailleurs dans les heures qui viennent. Et vigilance restera de mise également demain, Loïc, avec le Var qui va lui aussi passer en rouge. Oui, progressivement, le vent d'ouest va également gagner la côte varoise. Il est déjà présent, il va accélérer. Vigilance rouge donc pour 2 départements pour cette journée de dimanche. On maintiendra également la vigilance orange pour le Vaucluse et pour le département de l'Aude. Il faudra patienter jusqu'en début de semaine prochaine. Alors lundi, des rafales tempétueuses. Mardi, le vent va retomber. Il sera oublié à partir de mercredi, mais pas avant. Merci beaucoup pour ces précisions, Loïc Rivière. 14h47, la situation à présent au Proche-Orient et Emmanuel Macron qui a publié ce message sur X aujourd'hui concernant la situation à Gaza, entre autres, avec nos partenaires. Nous nous coordonnons face aux grandes crises. Je viens de faire le point avec le chancelier allemand et le Premier ministre britannique sur la situation à Gaza, mais vous le voyez aussi sur l'Iran et l'Ukraine. Ensemble, nous sommes déterminés à faire avancer la paix et la sécurité avec unité, constance et responsabilité. Marie Billon, vous êtes notre correspondante à Londres. Downing Street, on l'a vu, qui a aussi communiqué juste après cela pour annoncer travailler un plan de largage humanitaire à Gaza. De quoi s'agit-il ?
Alors oui, Keir Starmer, le Premier ministre, a écrit ce matin un édito dans un tabloïd en disant que c'était tard, que Israël n'autorise que maintenant ces largages d'aide humanitaire par voie aérienne, mais que Londres allait faire son maximum pour donner de l'aide humanitaire, apporter de l'aide humanitaire par ce moyen. Alors d'après la BBC, eh bien il y a une équipe de planificateurs militaires et de spécialistes de la logistique qui sont mis à disposition de la Jordanie et qui pourraient partir dans les 2 prochains jours. On sait que c'est avec la Jordanie en particulier que le Royaume-Uni et d'autres pays travaillent pour apporter de l'aide humanitaire à Gaza. Le Royaume-Uni l'a déjà fait. Il a déjà délivré de l'aide humanitaire par voie aérienne dans le passé. C'était 11 largages en tout, 110 tonnes de nourriture qui avaient été apportées ici par cette méthode aux Gazaouis. Mais même si le Royaume-Uni dit faire son maximum pour pouvoir alléger les souffrances et la faim à Gaza, certains estiment que cette méthode n'est pas la bonne. Des voix au Royaume-Uni se lèvent en disant que c'est dangereux, ces largages peuvent tuer des personnes au sol. Le nombre de palettes qui peuvent être larguées ainsi ne sera pas suffisant pour mettre fin aux difficultés des Gazaouis, et surtout chaque palette qui arriverait pourrait provoquer des émeutes. Ce sont des voix qui se lèvent pour remettre en cause cette décision d'Israël, mais le Royaume-Uni en tout cas veut faire son maximum pour apporter de l'aide humanitaire à Gaza puisqu'ils ont cette nouvelle possibilité. Marie Billon depuis Londres pour BFM TV. C'est dans ce contexte qu'intervient l'annonce d'Emmanuel Macron de reconnaître officiellement l'État palestinien en septembre. Qu'en pense-t-on en Cisjordanie? Qu'est-ce que cela va changer concrètement pour la population? Notre envoyé spécial Clémence Dibot est allé à leur rencontre. Ils accueillent plutôt bien cette annonce. Le message d'Emmanuel Macron est plutôt bien accueilli dans les rues de Ramallah. Et ce que les habitants nous disent, c'est que sur le principe, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais qu'il faut aussi des actions. En fait, avec Joao Alencar, on voulait vous montrer cette grève de la faim ici, organisée dans le centre de Ramallah par des Palestiniens. C'est écrit ici grève de la faim pour Gaza. Parce que pour les habitants ici, l'urgence, c'est d'abord l'aide humanitaire à Gaza. On a parlé tout à l'heure avec Jamila. On va aller l'interroger en anglais. Jamila, elle a une pancarte, grève de la faim. Elle est en grève depuis jeudi. Et alors, on lui a parlé de l'annonce d'Emmanuel Macron. On va lui redemander. Jamila, que pensez-vous de la reconnaissance par Emmanuel Macron de l'État palestinien? Nous accueillons chaque initiative positive en faveur des Palestiniens. Cependant, je pense honnêtement que le timing choisi n'est pas le bon pour cela. En particulier à cause du génocide et de la guerre à Gaza. Cela doit être la priorité avant que nous parlions d'autre chose. La guerre doit s'arrêter. Israël doit être tenu responsable pour ses crimes de guerre et sanctionné immédiatement. Et ensuite, nous pourrons parler d'un État palestinien. Vous voulez qu'il fasse quelque chose pour Gaza et pas pour la reconnaissance, pour le moment? Ce n'est pas grave que l'initiative ait été prise maintenant, cependant, elle doit passer au second plan désormais. Même quand ce sera le bon moment pour parler de l'État palestinien, il faudra prendre en compte l'autodétermination et sa souveraineté. Et que doit faire le président selon vous pour Gaza? Pour stopper la guerre, nous avons pris la décision d'agir. Nous venons d'entamer une grève de la faim pour éveiller les consciences. Et aussi les dirigeants occidentaux comme Emmanuel Macron. Et faire pression sur les décideurs pour qu'ils arrêtent la guerre. Thank you, Jamila. Et c'est vrai que quand on parle avec les habitants dans Ramallah, avec les Palestiniens, c'est surtout la situation à Gaza qui les préoccupe, bien à plus court terme, bien plus que dans le futur, la reconnaissance d'un État palestinien. La météo. Nos regards se tournent évidemment vers les Bouches-du-Rhône, la montagne Sainte-Victoire notamment. Il faut noter que la plupart des massifs du département sont interdits d'accès. Aujourd'hui, vigilance rouge pour les Bouches-du-Rhône en raison du risque d'incendie qui est maximal sur ce secteur très élevé également sur une bonne partie du bassin méditerranéen. Demain, on va ajouter le département du Var, là aussi
en alerte maximale. La raison, c'est le vent qui accélère en ce moment jusqu'à 70, 80 km/h et même près de 100 km/h d'ici à ce lundi. Pourtant, c'est un flux de nord-ouest assez frais sur le reste du pays avec des nuages nombreux et cette perturbation qui va progresser dans les heures qui viennent, elle va traverser une bonne moitié ouest cette nuit. On va la retrouver donc pour cette journée de dimanche des Ardennes jusqu'à l'Aquitaine avec des pluies assez faibles en matinée, une ambiance maussade dans l'après-midi. Ça va s'activer à nouveau, des orages vont se développer au nord de la Seine et jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y aura du monde à nouveau sur la route des vacances, notamment sur l'autoroute A6. Vous avez croisé cette instabilité. Pour retrouver le soleil, il faudra aller sur les plages, bien sûr en Méditerranée, près des côtes de la Manche, ou alors en allant vers l'océan jusqu'au Val-de-Loire. Là, ce sera assez bien dégagé. Ce sera très doux le matin en Méditerranée. 21 degrés déjà autour du golfe du Lion. Vous aurez 18 à Paris, 13 à Brest. Dans l'après-midi, de 20 à 25 degrés sur une bonne partie du pays et de 25 à 32 degrés des bords de la Garonne jusqu'à la Méditerranée. Regardez la météo avec Entrediscount.com. Yes, Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. C'est la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. C'est vrai, l'été fait une pause près des côtes de la Manche, c'est un peu frais, le ciel est souvent gris, quelques ondées circulent notamment dans la baie de Saint-Malo, 21 degrés tout juste dans l'air et dans l'eau. L'air est un peu plus doux en direction de l'océan, ce sera un peu mieux dégagé cet après-midi, tout juste 24 degrés à Châtelaillon pour plonger sur le sable et également 23 degrés sur la côte d'Argent à Mimizan. Pour vous baigner, évidemment. En direction de la Méditerranée, le vent emporte progressivement les eaux de surface vers le large. Ce phénomène d'upwelling fait baisser la température, mais on a quand même 22, 23 degrés dans l'eau. En ce moment, autour du golfe du Lion, 25 degrés à Menton. En Corse, on surveille ces orages potentiellement violents, notamment en Haute-Corse, qui pourraient donner de la grêle localement. Du coup, pas plus de 28 degrés à l'Île-Rousse cet après-midi. C'était la météo avec Entrediscount.com. yes, Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. C'était la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. L'info ne prend pas de vacances. BFM TV non plus. Voici les toutes dernières images. Tout l'été, chaque jour, les invités, les événements. On est au cœur de l'action. Les reporters partout en France et dans le monde. Dans le New Jersey, notre envoyé spécial Aux portes de Marseille, aux côtés des Français qui vivent cette canicule. Se mobilisent pour vous informer en temps réel. nos reporters sont à vos côtés en direct Sur BFM TV. BFM TV est à vos côtés tout l'été. BFM TV, première sur l'info. Alors, la sensibilité dentaire, ça va être une gêne qui va être attachée en fait au chaud, au froid. Si on reste passif, si on fait rien, elle va augmenter. C'est pour ça que je recommande Sensodine, justement parce que ça marche. Alors, il y a une différence énorme, c'est comme le jour et la nuit. Il y a un retour à la vie normale. Comme 80% des Français, le mal de dos me gâchait la vie. Pour votre dos, Perco a développé un t-shirt muni de tenseur. Ce dispositif médical change vos habitudes posturales et après 21 jours, 85% des utilisateurs déclarent avoir soulagé leur dos. Découvrez maintenant le premier soutien-gorge muni de tenseur breveté. L'innovation conçue pour allier posture et maintien. Il soulage efficacement les tensions du dos au quotidien. Les solutions textiles Perco sont aujourd'hui les plus recommandées par les médecins pour soulager le dos. Profitez des dernières offres sur perco.com. Les amis, j'ai fait comme j'aime il y a 7 ans et j'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Comme j'aime, ça marche pour tout le monde. Angélique, 36 ans de Cournon d'Auvergne, conseillère financière, a perdu 7 kilos en 1 mois et demi. Benjamin, 51 ans de Nantes, travaille dans le transport routier de marchandises, a perdu 28 kilos en 10 mois. Sandrine, 52 ans, qui habite Paris, contrôleur de gestion, a perdu 21 kilos en 1 an. Alors pour perdre du poids, profitez de notre offre exceptionnelle pour l'été, moins 100 € sur votre premier colis. Rendez-vous maintenant sur comgem.fr, c'est important.fr. Avro Lancaster, le célèbre bombardier de la Seconde Guerre mondiale. Assemblez votre maquette télécommandée aux finitions exceptionnelles et découvrez son histoire. Le numéro 1, 50 centimes seulement. Moi, j'avais toujours rêvé de faire un objet qui est chez tout le monde. Mais je ne sais pas faire du codage. Shopify a été extrêmement facile à mettre en place. Je n'aurais jamais imaginé que mes produits se vendent tout autour du monde. Voici Super Ceramics propulsé par Shopify. Interest.
Interesting. Coincé dans un anglais d'enfant? Progresser en anglais avec des leçons basées sur la vie réelle. Vous savez quoi? Même en vacances, mes clients prennent rendez-vous sur carglass.fr. C'est simple. Ils choisissent le lieu, le créneau. En quelques clics, c'est fait. Comme ça, pas de changement dans leur programme. Alors vous aussi, même en vacances, prenez rendez-vous sur carglass.fr et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass remplace. En plus, en ce moment, Carglass vous offre les essuie-glaces. BFM TV, il est quasiment 15h, nous sommes ensemble jusqu'à 18h. À la une cet après-midi, ce drame dans le Puy-de-Dôme. 2 personnes sont mortes ce matin en marge d'un rallye automobile à Arlan. Une voiture a fait une sortie de route et a percuté le public. L'an dernier, une autre personne avait perdu la vie sur ce même rallye. À la une également, ces incendies et le feu dans le sud de la France, de nouveau en vigilance maximale. Les Bouches-du-Rhône sont en alerte rouge, feu de forêt. Les pompiers sont sur le qui-vive depuis ce matin. Le reste du pourtour méditerranéen est en alerte orange. Comme dans l'Aude où un incendie vient de prendre à Sigean, tout près de l'autoroute A9. Nous serons sur le terrain dans un instant avec ceux qui veillent sur notre sécurité aux côtés de Milan Argelas. Le budget 2026, comment faire pour économiser 5,5 milliards d'euros? C'est la question que se pose le ministère de la Santé. Pour y arriver, plusieurs pistes sont à l'étude, notamment une refonte des arrêts maladie. Leur délivrance sera plus encadrée, les contrôles plus nombreux. On vous explique dans un instant. Et puis Donald Trump est arrivé en Écosse, le président des États-Unis en visite pour 5 jours. Au programme, vous le voyez, du Golfe, mais aussi des discussions sur le droit de douane avec l'Union européenne, la situation humanitaire à Gaza aujourd'hui. À Édimbourg, des manifestations ont déjà lieu à l'encontre de l'arrivée du président américain. Nous avons donc appris à la mi-journée ce drame dans le Puy-de-Dôme. 2 personnes ont été tuées en marge d'un rallye automobile. Une autre personne est gravement blessée. Selon le préfet du Puy-de-Dôme que nous avons interviewé tout à l'heure, une voiture de compétition a fait une sortie de route. Une cellule psychologique a été ouverte. Une cellule psychologique a été ouverte à la salle des fêtes de la commune de Saint-Just. Et nous avons, avec les organisateurs, bien sûr, immédiatement arrêté le rallye. Et nous demandons, bien sûr, aux personnes, spectateurs, d'évacuer les lieux. Donc le rallye est terminé et de ne pas emprunter la départementale 251. Une enquête a été ouverte par Madame le procureur. Il appartiendra à l'enquête de préciser les circonstances, les responsabilités éventuelles. Alors, préciser les circonstances, Célia Vallès, ce que l'on sait, c'est que les spectateurs étaient à un endroit interdit au public. Alors, dans un rallye, il y a 2 types de rubalises. Il y a des rubalises vertes où les spectateurs peuvent aller et des rubalises rouges où ils sont pas vraiment attendus. Ces 2 personnes qui sont décédées, elles étaient sur un endroit où il y a des rubalises rouges, mais c'est cette enquête qui a été ouverte par la procureure qui permettra de déterminer les raisons de leur présence ici. Le préfet l'a dit, cet accident il s'est produit vers 11h ce matin. 2 personnes décédées suite à une sortie de route d'un véhicule de course, un véhicule qui a heurté plusieurs spectateurs. Une personne est en urgence absolue. Elle a été transportée à l'hôpital d'Ambert. La conductrice de ce véhicule est également en urgence relative. Depuis la course, elle est arrêtée. Les lieux de l'événement ont été évacués. La préfecture a demandé à tout le monde de rentrer chez eux. Une cellule psychologique a été ouverte et une enquête donc est ouverte par la procureure. La préfecture, elle demande aux personnes du département d'éviter de circuler sur la D251. Merci beaucoup pour ces précisions. Célia Vallée, évidemment, on continuera d'en parler dans nos prochaines éditions. À 15h02, on fait le point également sur cette situation météorologique et climatique difficile dans le sud-est de la France, avec un département, les Bouches-du-Rhône, actuellement placé en vigilance rouge, feu de forêt. 5 autres départements sont en vigilance orange. Dans les Bouches-du-Rhône, la situation donc inquiète. On est en prévention avec quelques 500 pompiers mobilisés. Patrick Chabada, bonjour. Vous êtes membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Ce qui inquiète notamment aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône, c'est l'arrivée du vent, le renforcement du vent. Oui, effectivement, nous avons un vent qui est actuellement extrêmement violent avec des pointes à plus de 70 km/h, ce qui veut dire qu'avec la chaleur, la sécheresse, c'est un cocktail qui est explosif et on peut avoir des développements de feux catastrophiques. Loïc, vous restez avec nous, Patrick Chavada, puisque nous allons évoquer aussi ce qui se passe actuellement à Sigean. Loïc Rivière, on vient de nous signaler
un départ de feu. Cela se passe près de l'autoroute A9. Oui, signalé peu avant 14h tout à l'heure à Sigean, c'est du côté de la zone artisanale, avec des fumées visibles facilement en ce moment sur ce secteur et surtout des conditions critiques. Plus de 30 degrés. Plus de 30 km/h de vent et encore, il accélère sensiblement. On a des rafales déjà à 80 km/h sur ce secteur et moins de 30% d'humidité. On suit évidemment l'évolution de la situation donc dans le département de l'Aude qui est en vigilance orange. C'est le cas également du Var, du Vaucluse, du Gard, des Pyrénées-Orientales et bien sûr vigilance maximale, vigilance rouge en ce qui concerne les Bouches-du-Rhône. En réalité, la situation n'a pas évolué ces jours derniers. La chaleur s'est repliée en Méditerranée. Elle est toujours d'actualité. Le temps est très sec. Alors, il a bien plu à Marseille le week-end dernier, mais dans ces conditions estivale, évidemment, l'eau qui est tombée a ruisselé, elle s'est évaporée, elle a été absorbée par la végétation, mais cette végétation reste très sèche. La moindre étincelle, vous le voyez, peut tout enflammer. En ce moment, la plus grande prudence est évidemment recommandée. Alors on surveille surtout le vent ce week-end. On le sait, sur les précédents épisodes, c'est le vent qui a été le facteur critique en réalité. Déjà 70-80 km/h pour aujourd'hui, pour demain également en ce qui concerne le Mistral, la Tramontane. Encore plus fort lundi, des rafales tempétueuses qui pourraient s'approcher des 100 km/h cette fois-ci. Alors il faudra patienter jusqu'à mardi, voire mercredi pour voir ce vent retomber progressivement en Méditerranée. D'ici là, pour cette journée de dimanche, donc demain, on va rajouter le Var, cette fois-ci en vigilance rouge aux côtés des Bouches-du-Rhône. Merci Loïc. Patrick Chabada, pour revenir avec vous, qui êtes un professionnel de ce genre de situation, on voit que ce sont donc les Bouches-du-Rhône, par exemple, aujourd'hui, qui sont en situation en alerte rouge, mais que c'est dans l'Aude, par exemple, que l'on détecte cet incendie. Comment est-ce que sont gérés les effectifs quand on sait qu'il y a des renforts qui ont été envoyés donc, par cette alerte rouge dans les Bouches-du-Rhône et que d'autres départements ont besoin également de lutter contre le feu? Alors, vous avez les effectifs départementaux qui sont mobilisés et qui sont mis préventivement sur le terrain. Et le ministère de l'Intérieur, via la cellule opérationnelle, le COGIC, en fonction de ce que nous disent les prévisionnistes météo, on va positionner des colonnes extra-départementales. C'est ce qui s'est fait. On a des colonnes extra-départementales des autres régions de France qui sont descendues dans le sud et qui sont déjà positionnées pour faire face à cet épisode venteux qui devrait durer au minimum jusqu'à mercredi. Alors bien évidemment, ces colonnes viennent de départements et de régions qui sont peut-être un petit peu moins touchés par les feux de forêt, mais on voit que les feux de forêt ont tendance à progresser vers le nord. Et effectivement, si on a des départs de feu qui se multiplient, notamment dans ces régions-là, qui sont peut-être moins soumises au risque venteux, il va falloir redéployer les effectifs pour pouvoir couvrir la totalité de ces sinistres. Patrick Chavada, on le voit derrière vous, ce vent qui souffle fort. Je ne sais pas exactement où vous vous trouvez, mais c'est vraiment le facteur explosif là, qui peut se produire dans les prochaines heures, avec par exemple ce départ de feu dans l'Aude. Si jamais le vent continue de se renforcer, ce qui est prévu, ça peut entraîner des situations catastrophiques. Tout à fait. Alors moi, je suis positionné au pied du Mont Ventoux. On est un petit peu à l'abri du Mistral, mais vous voyez que le Mistral, au pied du Mont Ventoux, est extrêmement puissant, ce qui veut dire qu'en vallée du Rhône, il est encore plus puissant. Et donc, ce qui veut dire qu'effectivement, la particularité que nous avons aussi, c'est que le vent ne se calme pas la nuit. Même la nuit, on a du vent qui est violent, alors que d'habitude, le vent a tendance un petit peu à fléchir dans la nuit. Là, on a un vent qui est tempétueux, qui est continu, même la nuit, ce qui laisse présager des heures difficiles. Et le problème, Patrick Chavada, c'est que si le vent souffle pendant la nuit et qu'il y a un départ d'incendie, en pleine nuit, il ne peut pas y avoir de moyens aériens qui sont mobilisés. Non. Uniquement les moyens terrestres qui sont mobilisés. Les moyens aériens vont voler du début du jour jusqu'à la tombée de la nuit. Mais effectivement, la nuit, c'est compliqué. On est obligé de faire des établissements de grande longueur. Ça fatigue les personnels, les véhicules. Et donc, effectivement, et on voit tous les gros feux qui sont partis ces derniers jours, sont partis soit le soir, soit dans la nuit, et qui se développent extrêmement rapidement pendant la nuit, puisqu'on n'a pas les moyens aériens. Patrick Chavada, justement, il est peut-être le moment de rappeler une énième fois, mais bon, c'est jamais suffisant, que 9 incendies sur 10 sont causés par des humains, que ce soit volontaire ou involontaire d'ailleurs. Quels sont les gestes vraiment à retenir pour éviter tout départ de feu, surtout dans ces conditions? Alors, je crois que le maître mot, c'est éviter tout ce qui peut déclencher un incendie. Pas de barbecue, pas de mégots. Éviter même les travaux de débroussaillement, puisqu'on peut avoir avec les lames métalliques sur des pierres des étincelles. Donc, il faut vraiment rester tranquille chez soi. Il faut anticiper. Si vous êtes dans une zone qui est soumise au feu de forêt et qu'il y a un départ de feu et que vous êtes sous la fumée ou dans la fumée, il faut peut-être commencer à se préparer les papiers les plus importants, mettre le véhicule dans le sens de départ. Et si vous devez évacuer,
vous laissez la lumière allumée, vous laissez le portail ouvert, parce que bien souvent maintenant on a des portails qui sont électriques et quand on intervient, on ne peut pas rentrer dans les habitations parce que les portails sont fermés. Voilà donc pour ce départ de feu que l'on nous signale à Sigean dans l'Aude. Nous reviendrons évidemment dans les prochaines minutes sur cette information, s'il y a une évolution favorable ou défavorable de cet incendie. Risque donc maximal dans le sud-est du pays, notamment dans les Bouches-du-Rhône. 23 massifs forestiers sont fermés sur 25. Mylène Argelas, vous êtes à Belcoden pour BFM TV. Vous êtes avec les pompiers et le mot d'ordre aujourd'hui, c'est prévention et vigilance bien sûr. Oui, avec Nordine Ali Salid, nous sommes au cœur d'un dispositif préventif. Ici, vous voyez ces camions qui sont prépositionnés. 120 véhicules au total sont prépositionnés ici dans ce département des Bouches-du-Rhône. Il y a également 400 pompiers qui sont mobilisés sur le terrain. C'est le cas justement du lieutenant De Citre que nous allons retrouver. Lieutenant, racontez-nous en quoi consiste le travail aujourd'hui dans une journée de prévention comme celle-ci. Alors aujourd'hui, tout simplement, nous sommes prépositionnés dans le massif forestier pour être au plus proche des axes routiers, au plus proche des massifs en cas de départ de feu. Ça nous permet d'avoir un maillage beaucoup plus important que d'habitude. Et en quoi consiste votre travail concrètement ? Je sais que vous êtes mobilisé depuis midi. Qu'est-ce que vous faites depuis midi ? Alors, depuis midi, c'est une prise en compte de mon groupe d'intervention avec un rappel des consignes de sécurité, un rappel des consignes opérationnelles également. Et également, maintenant, nous sommes en phase d'attente, donc je vais dire une phase de repos, en attente d'un déclenchement pour un départ de feu. Je sais, pour avoir beaucoup discuté avec vous depuis tout à l'heure, qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur aussi, c'est de rappeler ce message auprès de la population. Oui, tout à fait. Il faut vraiment se référer aux consignes qui sont dispensées par les préfectures, par l'état-major des sapeurs-pompiers. Donc il faut vraiment les respecter. Merci beaucoup, lieutenant. Et au-delà de ces 400 pompiers mobilisés sur le terrain, sur tout le département des Bouches-du-Rhône, il y a également 500 pompiers mobilisés dans les 61 casernes du département. Ce département des Bouches-du-Rhône qui est donc en vigilance rouge, feu de forêt aujourd'hui, qui le restera pour demain. Merci beaucoup pour ces précisions. Mylène Argelas du côté donc des Bouches-du-Rhône avec Nordine El Saïd pour BFM TV. Dans l'actualité également, on vous reparle du budget 2026 et de ses économies. Il faut trouver 5,5 milliards d'euros dans le secteur de la santé. Et pour y arriver, le ministère de la Santé évoque plusieurs pistes, notamment celle de limiter les arrêts maladie. Voilà, Catherine Vautrin, dans Le Monde, souhaite limiter les arrêts de travail prescrits en médecine de ville à 15 jours et à 1 mois en sortie d'hospitalisation. Une mesure pour, je cite, mettre fin aux abus. Le syndicat de médecins MG France met en garde contre une décision qui risque, selon eux, de jeter de la suspicion sur les malades. En réalité, il y a eu des contrôles de l'assurance maladie sur des personnes qui étaient suspectées d'arrêt qui étaient plus justifiés. Et effectivement, il y en a 1 sur 2 qui a été sorti du régime d'arrêt de travail parce qu'en fait, tout simplement, il y en a une partie qui est partie en invalidité. Donc, on a déplacé la dépense sur un autre poste de financement, mais ces gens n'ont pas disparu et sont malades. Et puis, vous en avez une partie, tout simplement, qui reste malade, mais leur état de santé ne s'améliore pas et donc l'arrêt est consolidé. Donc, je pense qu'il faut, sur ces sujets, être assez précis et ne pas chercher à semer la division entre ou semer la suspicion entre les personnes. Et pendant ce temps, Marine Le Pen, elle continue de mettre la pression sur François Bayrou concernant son budget 2026 au global. Et elle a envoyé une lettre au chef du gouvernement. Oui, à l'intérieur, elle estime ne pas avoir été assez consultée ces dernières semaines. Elle propose aussi des mesures pour faire des économies sur le budget 2026. On voit ça avec Kylian Chaput. Voici la lettre que Marine Le Pen a envoyée au Premier ministre hier. À l'intérieur, elle estime ne pas avoir été suffisamment consultée pour le budget 2026. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale dénonce aussi les grandes orientations décidées par François Bayrou. Les arbitrages que vous avez rendus sont profondément injustes pour les Françaises et les Français, mais de surcroît, ils échoueront à rétablir les finances de la France. Le Rassemblement national propose d'étudier 3 postes de dépenses qu'il considère tabous pour faire des économies. Nous donnons des pistes, l'immigration qui n'est jamais mis à contribution, les gaspillages de l'État, les dépenses indues de l'État qui ne sont jamais mises à contribution, et la bureaucratie européenne qui n'est jamais mise à contribution. Voilà, ce sont des pistes qui permettraient d'épargner les Français tout en faisant des économies. La lettre de Marine Le Pen vise à maintenir la pression sur le Premier ministre, déjà en difficulté pour trouver des alliés sur le budget. On connaît la fin de ce film sur le budget. Il ne peut se terminer autrement que par l'article 49 alinéa 3 de la Constitution et donc un vote ou pas de censure. Parce qu'il n'y aura pas de majorité pour voter ce budget. Le Rassemblement national n'exclut pas de censurer le gouvernement s'il n'est pas entendu par François Bayrou. La présentation définitive du budget par le Premier ministre est attendue à la rentrée.
Le secrétaire général de l'ONU dénonce un manque d'humanité et de compassion pour les Palestiniens. Antonio Guterres plaide également pour un accès humanitaire immédiat et sans entrave dans la bande de Gaza. Et dans ce contexte, vous allez le voir, Emmanuel Macron assure que la France, elle, se coordonne face aux grandes crises. Le président de la République qui explique sur X s'être entretenu avec le chancelier allemand et le Premier ministre britannique sur la situation à Gaza, mais aussi en Iran et en Ukraine. Ensemble, dit-il, nous sommes déterminés à faire avancer la paix et la sécurité avec unité, constance et responsabilité. Et à Gaza, justement, la famine, elle, progresse. Des centaines d'enfants amaigris sont dans un état critique. Attention, certaines images que vous allez voir peuvent être difficiles. Pierre-Louis Bousset, Camille Plaisant. Sama, maman de 6 enfants, a trouvé refuge dans cette école de Gaza. 2 de ses enfants souffrent de malnutrition. C'est dans cette cuisine de fortune qu'elle prépare le peu de nourriture qu'elle a. Je leur donne 2 cuillères de céréales et quand je les nourris, ils n'arrêtent pas de pleurer. J'ai peur qu'un de mes enfants meure à cause de leur malnutrition. Cette semaine, plus d'une centaine d'ONG ont alerté sur le risque de famine dans la bande de Gaza. Dans cet hôpital, les cas de malnutrition atteignent des niveaux alarmants. Rien que pour les 2 premières semaines de juillet, nous avons accueilli 5000 enfants confrontés à la malnutrition. C'est une augmentation considérable depuis le cessez-le-feu en février. Ici, c'est toute l'enclave qui a faim. Dans un quartier de Gaza, la population se bat pour avoir quelques gouttes de cette soupe. Cela sera sans doute leur seul repas de la journée. Il n'y a plus de farine, plus de riz. Si j'avais tout ça, je ne serais pas venue à la soupe populaire. Nous n'avons rien. Paris, Londres et Berlin dénoncent une catastrophe humanitaire devant cesser immédiatement. Sur ces images, des journalistes escortés par l'armée israélienne ont pu filmer les stocks de l'aide humanitaire en attente d'acheminement au point de passage de Kerem Shalom. Tsahal annonce autoriser de nouveau le largage d'aide humanitaire en provenance de pays étrangers. À Gaza, justement, on a appris que les largages d'aide humanitaire allaient reprendre. C'est ce qu'a affirmé un responsable israélien à nos confrères de l'AFP. On en parle avec vous, Betsabé Salem. Vous êtes notre correspondante à Tel Aviv. Ces largages devraient reprendre dans les prochaines heures. Ils seront organisés notamment par la Jordanie. Oui, effectivement, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, on voit bien que d'un côté, Israël refuse d'admettre qu'il y a une situation de famine à Gaza et de l'autre, les autorités israéliennes semblent admettre dans les faits qu'il y a urgence. Il y a aussi, bien sûr, vous en avez parlé à l'instant, la pression internationale et puis il y a pression aussi en Israël, la pression qui s'accroît sur cette faim à Gaza avec de plus en plus de sujets dans les médias, des manifestations aussi qui se succèdent comme ici encore à Tel Aviv il y a quelques jours. Alors est-ce qu'il y aura véritablement un impact de ces largages d'aide humanitaire? Certainement pas. Cette expérience, elle a été menée il y a 1 an en coordination avec la France, notamment la Jordanie, les États-Unis, comme cette fois. Et des dizaines de milliers de repas ont été certes distribués dans le nord de Gaza, mais ça a un impact effectivement très limité puisqu'on parle d'une population d'environ 2 millions d'habitants. Le problème, c'est que le mécanisme de distribution d'aide humanitaire, il ne fonctionne pas. On le voit depuis des semaines avec des centaines de civils palestiniens qui sont morts en allant chercher de la nourriture, soit parce qu'ils ont été tués par l'armée israélienne, soit parce qu'ils ont été écrasés par la foule. On voit que le nombre de centres de distribution est trop peu nombreux, qu'ils sont trop loin de la population. Ajoute à cela qu'en plus les Gazaouis doivent aller à pied pendant des heures sous le soleil chercher cette nourriture puisqu'ils n'ont pas le droit d'y aller en voiture. Et puis énième preuve que ce mécanisme ne fonctionne pas. Hier, l'armée a annoncé avoir détruit des dizaines de milliers d'articles d'aide humanitaire. On parle de nourriture, d'eau, de médicaments qui sont restés pendant des semaines à Kerem Shalom, côté palestinien, attendant d'être distribués et qui finalement étaient avariés. Alors l'ONU et Israël s'accusent l'un et l'autre. On ne sait pas qui est responsable. En attendant, des milliers d'autres colis attendent encore au soleil d'être distribués et pourraient subir le même sort. Et dans ce contexte international tendu, Donald Trump est arrivé en Écosse. Le président des États-Unis est en visite officielle pour 5 jours. Et vous le voyez, des manifestations contre le président des États-Unis ont lieu en parallèle. Vous le voyez sur ces images avec des manifestants qui ont des pancartes qui disent « rejeter le fascisme américain ». On a également vu des manifestants avec des drapeaux palestiniens qui protestent bien sûr sur la situation humanitaire catastrophique à Gaza. Et on en parle avec notre correspondant aux États-Unis, Antoine Lard. Antoine, avec ce programme allégé sur le papier pour Donald Trump aujourd'hui, puisqu'il est prévu une partie de golf,
Pendant ce temps-là, on le voit sur ces images du côté d'Édimbourg, les manifestants anti-Trump, eux, sont déjà à pied d'œuvre avec leurs pancartes. Oui, exactement. Et il y a des manifestations dans plusieurs localités d'Écosse aujourd'hui. Manifestations pour protester d'abord contre la politique de Donald Trump, jugée hostile à l'Europe. Protestation aussi contre le coût exorbitant de ce voyage, puisqu'il y a des mesures de sécurité exceptionnelles autour du président américain, avec la mobilisation de très nombreux policiers. Tout cela aux frais du contribuable écossais, et ce, alors que Donald Trump se rend sur place essentiellement pour passer des vacances et jouer au golf. Le golf, c'est en tout cas la seule activité qui figure à son agenda aujourd'hui. Il a notamment inauguré un nouveau parcours qui porte le nom de sa mère qui est née et qui a grandi en Écosse. Alors attention, Donald Trump va aussi travailler pendant ce séjour. Il a plusieurs rendez-vous à son agenda. Demain, c'est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui va lui rendre visite pour évoquer évidemment la question des droits de douane. La date butoir approche à grands pas. Il reste moins d'une semaine pour trouver un accord, faute de quoi Trump a dit qu'il taxerait tous les produits européens à hauteur de 30%. Hier, Trump a remis un coup de pression sur l'Union européenne en disant que pour le moment rien n'est fait. Lorsqu'on l'interroge sur les chances d'aboutir à un deal, Trump répond que c'est du 50-50. Et on voit aussi à cette occasion la stratégie de communication de Donald Trump. Les droits de douane, la guerre commerciale, ce sont des sujets très porteurs pour lui. Et en mettant l'accent sur ces sujets, il espère détourner l'attention de l'affaire Epstein, dans laquelle il est empêtré depuis le début du mois de juillet. Une affaire qui continue de faire les gros titres ici aux États-Unis. Antoine, il y a également bien sûr la situation à Gaza qui sera sans doute au cœur des discussions diplomatiques qui l'attendent. Oui, exactement, et ce sera sûrement au cœur des discussions qu'il aura lundi avec le Premier ministre britannique, qui lui aussi va faire le déplacement en Écosse pour le rencontrer. Alors les deux hommes vont aussi parler des droits de douane à cette occasion. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont conclu un accord, mais il reste encore des détails à régler. Mais effectivement, la situation à Gaza sera bien entendu évoquée. Avant son départ pour l'Écosse, Trump d'ailleurs avait étrillé l'initiative d'Emmanuel Macron sur la reconnaissance d'un État palestinien. Cette déclaration n'a aucune importance, dit Trump. Réaction sans surprise, les États-Unis avaient déjà condamné cette initiative. Globalement, l'administration Trump est alignée sur Israël. Sur la question de Gaza, Washington estime notamment que la famine dans la bande de Gaza est provoquée par le Hamas, qui selon les Américains détourne et pille l'aide humanitaire au détriment des habitants. Merci Antoine Hollard pour toutes ces précisions en direct de Washington. Tout de suite, votre infotrafic. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. C'est un nouveau week-end de chasse et croisée en France. Ça bouchonne sur les routes. Vous le voyez, bison futé, voire rouge, sur tout le pays dans le sens des départs. Et si vous êtes dans le sens des retours, ce n'est pas beaucoup mieux. C'est également rouge sur le quart nord-ouest du pays, également sur le quart sud-est. Ailleurs, eh bien, c'est orange. Il faudra beaucoup de patience. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Il y a un an, jour pour jour, Paris devenait le centre du monde. Une fierté encore aujourd'hui et même une certaine nostalgie pour célébrer cet anniversaire. Des festivités sont organisées aujourd'hui. Madis Menu avec Laurine Velay. Une musique entêtante, des stars internationales et des monuments à couper le souffle. Tous les ingrédients d'une cérémonie d'ouverture inoubliable. Dès les premières secondes, Paris 2024 nous mettait des étoiles dans les yeux et des souvenirs plein la tête. La télé, ça rendait quand même, à chaque fois on se disait, ça met en valeur le patrimoine, c'était assez fou, quoi. C'est un côté magique, donc je pense que vu mon âge, j'aurais pas peut-être l'occasion de revoir ça, donc c'était exceptionnel, oui, vraiment. Un an plus tard, les nostalgiques viennent admirer la vasque olympique, réinstallée aux Tuileries pour l'été, de quoi replonger quelques instants dans cette parenthèse enchantée. C'est la première fois au Stade de France et c'était super l'année dernière. Il faudrait qu'il y ait cette même ambiance tous les ans, ça serait parfait. Avant les rêveurs, ces JO avaient d'abord fait des sceptiques. Sécurité, propreté, transport, les critiques fusaient. Certains prédisaient un fiasco et s'en mordent les doigts aujourd'hui. J'ai pas voulu assister aux Jeux, j'avais peur de la foule, du monde. Et on a vraiment beaucoup regretté de ne pas avoir assisté aux JO. Pour l'ambiance, pour l'esprit de fête et puis l'esprit aussi d'être une grande communauté, tout le monde est, une grande famille, voilà, un gros partage.
Pour célébrer ce premier anniversaire, une centaine de canoës défilent aujourd'hui sur la Seine. Une parade nautique comme celle qui l'an dernier a placé la capitale sur le toit du monde et réinventé la formule de la cérémonie d'ouverture. Restez bien avec nous dans un instant, nous reviendrons sur ce départ de feu signalé dans l'Aude, sur la commune de Sigean. Une centaine de pompiers sont mobilisés pour aller lutter contre les flammes. Nous venons de l'apprendre, vous voyez sur ces images, le panache de fumée est très important sur place. L'incendie se situe près de l'autoroute A9. Nous en parlerons avec le sous-préfet de dans un instant. À tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de toit. Avec le temps, votre toit se fragilise, créant des problèmes d'infiltration et d'isolation. Mais avec hautoiture.com, refaites votre toit en express. Remplacement de l'étanchéité, de lithos et de tuiles. Pour un toit neuf et garanti 10 ans. Inscrivez-vous sur hautoiture.com pour un devis immédiat. Hautoiture.com. Contrairement à ce que tout le monde pense, on peut vivre sans connexion. Et tout le monde, hein. En vrai, il y a déjà plein de moments où on n'est pas connecté. Il y a même des endroits où on n'en a pas besoin. Et plein de moments aussi où on a mieux à faire. Tout ça pour dire qu'on n'est pas toujours obligé d'être connecté. Mais bon, c'est vrai aussi que parfois... Du réseau ? Non, j'ai rien. Une bonne connexion, ça aide. C'est pour ça que choisir Orange, c'est choisir le réseau mobile numéro 1. On est là, mais bon, seulement si vous en avez besoin. Orange est là. Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. Découvrez nos offres et laissez-vous séduire par le Pérou. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 44 kilos en 9 mois. En 6 mois, j'ai perdu 11 kilos. Et moi, j'ai perdu 50 kilos en 10 mois. Grâce à Comme J'aime, j'ai perdu 13 kilos en 5 mois. J'ai perdu 11 kilos en 4 mois. J'ai perdu 9 kilos en 4 mois. Et moi 15. Ça, c'était moi avant, mais aujourd'hui, j'ai perdu 15 kilos. En 9 mois, j'ai perdu 24 kilos avec Comme J'aime. Et moi 57 kilos en 11 mois. Alors pour perdre du poids, profitez de notre offre exceptionnelle pour l'été. Moins 100 € sur votre premier colis. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Tous les rêves commencent par une bonne nuit. Réveillez-vous. Il est temps de bien dormir. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans une multinationale, mais j'ai démissionné. Ah bon? Là-bas, ce qui compte d'abord, c'est verser des dividendes aux actionnaires. Et là, maintenant? Maintenant, je suis dans la banque. Attends, je te suis pas, là. C'est une banque sans actionnaires. Elle appartient à ses clients. Donc là, ce qui compte d'abord, c'est l'intérêt des clients. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. Bonjour, c'est Aurélie de Carglass. Avec une chaleur pareille, forcément vous mettez la clim. Et si vous avez un impact avec l'écart de température, crac, ça peut se fissurer. Alors avant d'en arriver là, venez vite chez Carglass. Un impact chez nous, c'est simple. En 30 minutes, la réparation c'est fait. Nos clients nous le disent, c'est rapide et efficace. Et en plus, en ce moment, chez Carglass, quand vous faites réparer un impact ou remplacer votre pare-brise, les balais d'essuie-glace Bosch sont gratuits. Alors prenez vite rendez-vous sur carglass.fr. Ou appelez-nous au 3044, l'appel est gratuit. Carglass répare, Carglass remplace. Salut l'artiste, tu me mets un gros poulaga. C'est-à-dire? Je le prends bien mûr, on va pas le manger à la Saint-Glinglin. Ça chatouille le blaze? Ah, ça te remonte dans la truffe, hein. Mets-moi 3 dorades, bien comac. Ah, je vous les vide? Non, te casse pas la nénette. Vous m'avez déballé toute la carte postale. Je prends tout. Lumino, je suis là. Bonjour. J'espère que j'ai rien oublié dans les commissions parce que tu sais, je grignote un peu de la cafetière. De la quoi? Oui, la tête de la cafetière. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Regardez votre météo en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. Profitez de la météo avec Plouf, le maillot qui fait flotter pour reprendre le sport, booster vos performances ou profiter d'eau en toute sécurité.
Les couleurs du ciel sont très belles au bord du lac d'Annecy. Ces jours-ci, en tout cas au coucher du soleil, l'humidité est toujours bien présente. La pluie est bien tombée. Ça reste mitigé, effectivement, sur une bonne partie du pays. Ça va le rester jusqu'en début de semaine prochaine, sauf en Méditerranée, temps sec, ensoleillé, réchauffé et surtout venté. Les Bouches-du-Rhône sont déjà en vigilance rouge. Une bonne partie du bassin est concernée par ce risque élevé. Risque maximal également ce dimanche en direction du Var, en vigilance rouge, là aussi. Donc voyons maintenant à l'échelle du pays l'évolution de la situation avec cette goutte froide qui s'enroule en Italie. C'est elle qui provoque cet épisode de vent fort qui va se poursuivre jusqu'à lundi. Là, on pourrait s'approcher des 100 km/h, 70-80 km/h pour cet après-midi. Sur la plupart des régions, les nuages sont nombreux. On distingue tout de même de très belles éclaircies. Puis, pour demain, une perturbation va traverser une bonne moitié ouest. On va la retrouver le matin des Ardennes jusqu'à l'Aquitaine avec des pluies assez faibles. Ça va s'activer surtout en seconde partie de journée au nord de la Seine. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y aura du monde sur la route à nouveau. Il y aura des orages sur ce secteur, notamment sur l'autoroute A6. Pour retrouver le soleil, il faudra aller vers le Val-de-Loire ou alors sur les plages, notamment près des côtes de la Manche, près de l'océan. Et donc, en Méditerranée, à peine un peu d'instabilité sur les reliefs corses. Les températures, le matin déjà 21 degrés autour du golfe du Lion, 18 à Paris et 13 degrés à Brest. Dans l'après-midi, ça baisse encore dans le nord du pays. Vous aurez de 20 à 25 degrés sur une bonne partie de nos régions, de 25 à 32 degrés des bords de la Garonne jusqu'à la Méditerranée. Le flux de nord sera encore plus sensible pour cette journée de lundi. Donc ce vent va accélérer. Un vent quasi tempétueux en Méditerranée et la neige va tomber sur les hauts sommets des Savoies pour cette journée de lundi. Mardi, le temps sera plus clément, encore un peu frais sur une bonne partie du pays. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était votre météo en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. C'était la météo avec Plouf, le maillot qui fait flotter pour reprendre le sport, booster vos performances ou profiter d'eau en toute sécurité. 15h30, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez à la une de l'après-midi info, cette centaine de pompiers déjà mobilisés à Sigean dans l'Aude où un incendie est en cours. Un feu qui a pris à proximité d'habitations et de l'autoroute A9. L'Aude en vigilance orange, feu de forêt comme 4 autres départements du Sud. Nous serons en direct avec le sous-préfet de Narbonne dans un instant. Vigilance maximale également dans les Bouches-du-Rhône en alerte rouge. 3 morts et plusieurs blessés. Un pilote a fait une sortie de route lors d'un rallye automobile organisé dans le Puy-de-Dôme. L'an dernier, une autre personne avait été tuée. Une enquête a été ouverte. Une cellule psychologique est aussi mise en place pour prendre en charge les spectateurs. Limiter les arrêts maladie à 15 jours pour la première prescription. Dans les colonnes du Monde, la ministre de la Santé Catherine Vautrin détaille les pistes envisagées par son ministère pour économiser plus de 5 milliards d'euros. La mesure et d'autres encore font réagir chez les médecins. On les entendra dans ce journal. Face à la situation humanitaire à Gaza, Emmanuel Macron annonce se coordonner avec ses partenaires allemands et britanniques. Objectif, faire avancer la paix et la sécurité avec unité, constance et responsabilité à Gaza. La famine progresse, des centaines d'enfants sont dans un état critique de malnutrition. Mais tout d'abord, attention donc à ce départ de feu à Sigean dans l'Aude, l'un des 5 départements en vigilance orange, feu de forêt, oui c'est ça, ce samedi. On fait le point avec vous, Rémi Reccio, vous êtes le préfet de Narbonne. Tout d'abord, quelle est l'étendue des dégâts après ce départ de feu ? Oui, bonjour. Donc je vous confirme que nous traitons un incendie qui a pris en bordure a priori d'autoroute de la 9 sur la commune de Sigean. Au moment où on se parle, c'est un peu plus de 30 hectares qui ont été parcourus par le feu. L'axe autoroutier n'est pas coupé, mais la sortie, évidemment, sur Sigean est déconseillée pour ne pas alimenter, je dirais, un peu plus la fréquentation routière. La priorité doit être laissée aux moyens de secours, puisque notre priorité, c'est bien sûr les personnes et les biens. Au moment où on se parle, j'ai dû faire procéder à la coupure d'un axe de circulation qui avait été sauté et coupé en deux par le feu. C'est l'axe de la départementale 6009, en lien évidemment avec la mairie de Sigean et le conseil départemental. Au moment où nous nous parlons, il n'y a pas évidemment de blessés et pas de conséquences matérielles, et tant mieux, parce que la mobilisation des pompiers a été rapide et nous sommes en train de traiter ce feu. Pour votre information, 200 personnels du corps des sapeurs-pompiers de l'Aude avec 50 véhicules, des moyens aériens d'ores et déjà sur place, 2 hélicos bombardiers d'eau légers, 2 avions légers qui traitent avec du retardant, en cours d'acheminement un Dash,
2 Canadair qui nous ont été donnés par la zone de défense et j'ajoute à ça une 50aine de gendarmes sur le terrain pour réguler la circulation dans un contexte où nous traitons en fait 3 flancs de feu en même temps avec une problématique évidemment qui ne vous a pas échappé, c'est que nous sommes sur un week-end à grande circulation et si j'ai un conseil à pouvoir passer, merci de m'en donner la possibilité, pour les gens qui sont à l'extérieur de cette zone d'incendie, c'est bien évidemment de ne pas y venir pour ne pas obérer les capacités des moyens de secours et pour ceux qui sont à l'intérieur de cette zone que nous sommes en train de traiter, bien sûr de ne pas prendre d'initiative individuelle et de rester à l'écoute des indications qui sont les nôtres à travers les réseaux sociaux, bien sûr la mairie qui est fortement mobilisée avec ses équipes et bien évidemment sur place les pompiers et la gendarmerie. Voilà un premier bilan au moment où nous nous parlons avec un feu qui est susceptible d'évoluer, des zones d'habitation que nous sommes en train d'évaluer, de protéger et bien évidemment d'isoler de ces flancs de feu. Monsieur le sous-préfet, donc vous venez de le dire, il y a beaucoup de moyens qui sont engagés pour aller lutter contre cet incendie. Vous avez dit plus de 200 pompiers sur place, 50 véhicules, des moyens aériens, 2 hélicoptères de bombardiers d'eau légers, également 2 Canadair qui sont en cours d'acheminement. On voit sur les images qui ont été fournies par ce qu'on a retrouvé sur les réseaux sociaux, des habitations, vous le disiez, proches des flammes. Est-ce que des habitations ont été évacués à ce stade? Oui, il y a quelques habitations qui ont été préventivement évacuées. L'idée, évidemment, c'est de traiter prioritairement les habitations qui sont menacées et d'anticiper, surtout compte tenu d'un paramètre, mais qui est hélas souvent présent chez nous, c'est le vent qui est fort et soutenu, d'arriver à évaluer l'évolution des axes de feu, justement pour pouvoir prévenir, éventuellement évacuer et en tout cas traiter de manière efficace avec des interventions du SDIS pour que le feu n'accède pas à ces zones habitées. Est-ce que vous pouvez rappeler aux personnes qui nous écoutent, évidemment, comment se renseigner sur la situation à Sigean s'ils habitent dans le secteur ? Eh bien, écoutez, sur place, il y a les sapeurs-pompiers et la gendarmerie. Il y a les équipes de la municipalité de Sigean qui font un travail formidable et notamment la réserve de sécurité. Et puis, il y a maintenant, c'est une habitude chez nos concitoyens, les réseaux sociaux de la préfecture, le X et notre site Facebook qui leur donnent les indications à venir, notamment sur la progression et les éventuelles mesures de prévention qu'il faut prendre. Monsieur le sous-préfet, est-ce que l'on sait à 15h35 quelle est l'origine de cet incendie? Non. Comme je vous le disais, pour nous, la priorité numéro 1, c'est de porter secours et d'évaluer l'incendie tel qu'il est. Ça, c'est un temps qui suivra, qui est le temps de l'enquête. Bien évidemment, on a a priori une idée de départ de feu qui est la bordure d'autoroute, mais ça demande à être confirmé, comme demande à être confirmée l'origine matérielle, quelle est la source première de ce feu. Ça, c'est un temps qui viendra avec les techniciens en identification criminelle qui travailleront sous mandat de justice, bien sûr, dans un deuxième temps, puisque là, la priorité, c'est les secours. Merci beaucoup, Rémi Riccio. On comprend que vous êtes évidemment très occupé à régler cette situation. On le rappelle, donc cet incendie, vous le disiez, de plus de 30 hectares pour l'instant, qui ont été ravagés par les flammes sur 3 flancs de feu en même temps. Et donc, quelques 200 pompiers et 50 gendarmes environ mobilisés. On fait le point avec vous, Olivier. Bonjour, vous êtes un habitant de Sigean. Le feu qui aborde notamment certaines habitations. Est-ce que c'est votre cas ? Oui, tout à fait. Il y a une 50aine de mètres des habitations avec une ligne haute tension qui dessert Port-la-Nouvelle. Et le feu est en train de glisser. Comme vous pouvez le voir, les Canadiens ont commencé à larguer et ils font des rotations. Olivier, on ne voit pas là de pompiers sur vos images que vous filmez. On entend bien sûr le vent qui souffle et c'est un facteur évidemment plus qu'aggravant. Est-ce que les pompiers sont déployés en nombre? Vous les voyez, vous, les pompiers? Oui, tout à fait, on les voit. Je ne sais pas si je peux vous zoomer. Non, ça ne marche pas. Ils sont proches de la zone. Ouais. Est-ce que vous avez reçu des consignes vous-même? On entendait tout à l'heure le sous-préfet inviter les habitants à se renseigner sur les réseaux sociaux, mais aussi à écouter les consignes des pompiers, des gendarmes. Est-ce qu'ils sont venus à vos côtés? Oui, tout à fait. Oui, on a la sécurité qui est venue nous demandant d'être vigilants et la partie haute du village a dû être légèrement évacuée. On vous a demandé d'évacuer vous-même? Non, pas encore. On n'est pas directement impacté. On était sous la fumée il y a quelques heures, mais là c'est décalé.
Bon, Olivier, évidemment, on vous voit, vous êtes à proximité plutôt immédiate de ce feu, donc ne prenez surtout aucun risque et mettez-vous à l'abri. Est-ce que vous avez vu peut-être les Canadair déjà arriver? On sait qu'il y a des moyens aériens qui sont déployés. Oui, tout à fait, on les entend, on les voit. Il y en a un qui s'apprête à larguer d'ailleurs. Est-ce que c'est la première fois que vous vivez ce genre de situation à Sigean? Malheureusement non, parce que j'étais sur le feu à proximité de Narbonne il y a une quinzaine de jours et ça commence à devenir récurrent. C'est compliqué d'avoir de pression régulière. On voit, Olivier, sur vos images que la végétation semble très sèche, notamment. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Olivier. On vous invite vraiment à vous mettre à l'abri, à écouter les consignes des autorités sur ce que vous voyez, ce que vous nous avez décrit. Et merci pour ces images, mais surtout faites bien attention à vous, ainsi que les personnes qui sont autour de vous à Sigean. Loïc Rivière, journaliste météo climat BFM TV, on fait le point avec vous. Donc Sigean, dans le département de l'Aude, l'un de ces 5 départements concernés par une vigilance orange feu de forêt, alors qu'il y a un autre département, les Bouches-du-Rhône, lui, qui est concerné par une vigilance rouge. Mais on voit que déjà, même dans les départements orange, ça brûle. Risque généralisé sur tout le bassin méditerranéen aujourd'hui avec les mêmes conditions. Au début du mois, l'incendie avait brûlé plus de 2000 hectares dans le secteur de Narbonne. Là, une trentaine d'hectares, nous dit-on, pour ce qui est de cet incendie dans le secteur de Sigean. C'est une végétation méditerranéenne tout à fait classique, de la garrigue, des pins d'Alep. Ce sont souvent les résineux qui donnent ces fumées noires qu'on a pu observer. Alors, les conditions sont réunies. Bien évidemment, la masse d'air est encore bien réchauffée, principalement en Méditerranée. Si vous êtes au nord, à l'ouest du pays, vous passez à côté de la chaleur. Bien heureusement, en ce qui concerne ce front des incendies. 32-33 degrés pour cet après-midi. Une humidité qui chute en dessous des 30%. Alors pourtant, il a plu le week-end dernier, mais cette humidité s'est rapidement évaporée. On surveille surtout le vent. En ce moment, Mistral, Tramontane, jusqu'à 70, 80 km/h. C'est largement suffisant pour compliquer les interventions des pompiers. Un vent qui va s'approcher des 100 km/h, d'ailleurs, en début de semaine prochaine. Dans ces conditions, le feu peut avancer à la vitesse d'un coureur de fond, en réalité. Et c'est un vent turbulent, on est dans un flux de nord-ouest, mais parfois les rafales ont tendance à dévier, donc difficile à anticiper. Ce vent va accélérer également dans le Var demain, d'où cette vigilance rouge, cette fois-ci pour 2 départements ce dimanche. Est-ce que l'on sait, Loïc, quand ces conditions météorologiques très dangereuses vont se calmer? Ce qui est certain, c'est que les conditions sont anticycloniques, elles vont le rester autour du bassin méditerranéen et jusqu'en basse vallée du Rhône. Il y a d'ailleurs des départements en vigilance jaune, là aussi le risque est bien réel. Température aux alentours des 30 degrés pour une bonne partie de la semaine prochaine, même si elles vont très légèrement baisser. Le vent, lui, va retomber à partir de mercredi, mais elle va continuer de souffler, toujours ce Mistral, toujours cette tramontane pour une bonne partie de la semaine prochaine. Situation critique ce week-end à surveiller dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Loïc. Prudence donc si vous êtes sur le pourtour méditerranéen et justement dans les Bouches-du-Rhône, vigilance rouge qui est déployée, qui est mise en place aujourd'hui par Météo France. 23 des 25 massifs du département sont fermés et plus de 400 pompiers sont mobilisés pour traiter les premières flammes si jamais elles venaient à apparaître. Milan Argelas, Nandine El Saïd avec Fanny Regnault. Bonjour monsieur, malheureusement le parc est fermé aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer. Voilà le message auquel il faut s'attendre aujourd'hui pour toute personne voulant se rendre dans le parc national des Calanques. L'accès par voie terrestre est fermé, le risque d'incendie est trop important. Et ce sont les scouts et guides de France qui épaulent les pompiers pour avertir le public. Vous voulez faire un jogging, moi je vous invite plutôt à faire autour du stade. Égare à ceux qui voudraient passer outre les consignes. Si des promeneurs sont aperçus dans les collines, un signal radio est donné et les autorités sont prévenues avec à la clé 135 € d'amende. Pour mener leur mission à bien, les scouts déployés en plusieurs groupes de 3 sont équipés de cartes et de radios et dispersés à différents endroits du massif. Ici, donc on fait le point névralgique de lien avec les pompiers et avec les missions. Donc effectivement, les radios pour les départs en mission, les sacs de mission, l'ordinateur de suivi pour suivre en gros tous les appels, les besoins, etc. Toutes les cartes pour localiser les gens en patrouille ou pour localiser en gros les promeneurs qui auraient été repérés. Le parc des Calanques n'est pas le seul fermé. La vigilance rouge concerne tout le département. Sur les 25 massifs forestiers que comptent les Bouches-du-Rhône, 23 sont interdits au public aujourd'hui. 400 pompiers sont prépositionnés sur le terrain à des endroits stratégiques. Ces lieux, ils sont choisis dans les 25 massifs à proximité d'une voie rapide
justement pour pouvoir répondre à cette attaque de feux naissants. Aujourd'hui, ici à Aix-en-Provence, nous avons un massif emblématique, celui de la Sainte-Victoire, que nous devons protéger. Aujourd'hui, nous allons avoir plusieurs groupes d'intervention avec ces camions que nous voyons. Des engins spécifiquement conçus pour lutter contre les feux de forêt. Ils sont capables de s'auto-asperger d'eau. Des bouteilles d'air sont à l'intérieur pour le personnel et ils contiennent chacun 4000 litres d'eau pour lutter contre les flammes. Pour compléter le dispositif, 500 autres pompiers sont dans les casernes prêts à intervenir. Pour rappel, les jets de mégots représentent l'une des premières causes de départ de feu en France. 15h43, on fait le point à présent sur ce refus d'obtempérer. 4 blessés dans un accident qui a eu lieu hier près de Toulouse, à Colomiers. Vous le voyez ici en Haute-Garonne, une conductrice qui transportait 3 enfants dans sa voiture a refusé de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Un homme qui circulait alors dans un 4x4 l'a percuté. Le véhicule donc qui transportait cette famille, la conductrice âgée de 37 ans a été grièvement blessée, ainsi que l'un de ses enfants âgé de 10 ans. 2 autres enfants de 12 et 13 ans ont eux été plus légèrement blessés. Tous ont été conduits à l'hôpital Purpan à Toulouse. Et après cet accident, le conducteur du véhicule impliqué a pris la fuite, comme vous l'avez vu sur ces images témoins, à pied. Il est activement recherché par les forces de l'ordre. Voilà, donc c'est bien ce conducteur qui circulait dans un 4x4 qui a percuté cette mère de famille avec ses enfants. Vous voulez également revenir sur ce qui s'est passé ce matin dans le Puy-de-Dôme avec vous, Célia Vallet. Il y a eu 3 morts dans le cadre d'un rallye automobile. Oui, on vient de l'apprendre, un 3e mort sur cet accident ce matin. Au total, donc, 3 morts, 2 frères, un de 70 ans et un de 60 ans, et un père de famille de 44 ans qui était en urgence absolue. Et la procureure vient de nous l'annoncer il y a quelques minutes, qui est donc décédé. Cet accident, il a eu lieu ce matin à 11h suite à une sortie de route dans le cadre d'un rallye automobile. C'est un véhicule de rallye qui a percuté plusieurs spectateurs, et parmi ces spectateurs, donc 3 personnes décédées. 2 femmes étaient dans le véhicule. Une femme de 22 ans était la conductrice et une femme de 51 ans était la copilote. Je précise que la procureure a dit que cette course était très bien organisée. Je cite: il y a des endroits où il ne faut pas aller et des endroits autorisés dans un rallye. Voilà ce qu'elle nous a dit tout à l'heure. Il semblerait que ces victimes n'étaient pas sur une zone autorisée. L'enquête le confirmera puisque une enquête vient d'être ouverte pour homicide involontaire. Merci beaucoup Célia Vallet pour ces dernières informations et donc ce nouveau bilan actualisé. 3 morts donc à la suite de ce rallye automobile à Arlan dans le Puy-de-Dôme. 15h45 à présent et donc cette somme, 5,5 milliards d'euros. Ce sont les économies à trouver dans la santé sur les 44 milliards demandés par le Premier ministre pour son budget 2026. Et pour y arriver, la ministre de la Santé envisage plusieurs pistes comme notamment limiter les arrêts maladie. Oui, c'est ce qu'elle annonce dans un entretien au Monde. Catherine Vautrin détaille ses moyens pour responsabiliser les Français. Et cela suscite déjà de nombreuses réactions. Lounis Kelaf, Antoine Corvert. 5,5 milliards d'euros d'économies sur la santé en 2026. Et parmi les mesures envisagées pour y parvenir, le gouvernement souhaite réduire la durée du premier arrêt maladie délivré. Nous souhaitons limiter tout premier arrêt de travail prescrit en médecine de ville à 15 jours. Il n'y a aujourd'hui pas de durée maximale. Passé ces 15 jours, si le salarié est toujours malade, il devra donc retourner chez son médecin pour prolonger son arrêt. Je pense qu'il faut bien réguler ces arrêts maladie car les abus de petites maladies ou d'arrêts sont trop excessifs dans les entreprises et ça coûte trop cher à l'employeur. Les gens malades iront travailler, ils vont nous contaminer. Donc rien que pour le rhume, déjà, on peut penser juste au Covid. Il n'y avait pas d'arrêt maladie, mais bon, on n'a pas vu grand monde. Le gouvernement s'appuie sur des contrôles effectués sur les arrêts maladie de plus de 18 mois. 50% n'étaient plus justifiés selon le ministère. Les professionnels de santé, eux, souhaitent prendre le problème à la racine et demandent au gouvernement d'investir en premier lieu sur le bien-être au travail. Est-ce que Catherine Vautrin nous a dit, elle qui est ministre du Travail, qu'elle allait essayer de comprendre pourquoi il y a des arrêts si longs? Est-ce qu'on s'intéresse aux manières dont on travaille dans ce pays? Est-ce qu'on s'intéresse au rôle de la médecine du travail dans les PME, dans les entreprises? Mais non, elle ne peut pas s'y intéresser. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'en trouve plus des médecins du travail. Donc en fait, on ne peut plus faire de prévention. De son côté, le gouvernement défend sa mesure qui permettrait d'assurer un meilleur suivi médical de l'assuré et une réévaluation plus régulière des situations. Bonjour Frédéric Bizard, vous êtes économiste spécialiste de la santé et professeur
À l'ESCP, on a entendu les diverses pistes envisagées par la ministre de la Santé. Est-ce que ça permettra tout d'abord d'économiser ces 5,5 milliards attendus ? Oui, je rappelle d'abord qu'un système de santé n'a pas pour objectif de faire des économies. Les économies, c'est pas un objectif. Il aurait été intéressant que notre ministre de la Santé nous parle de l'avenir du système de santé, qui est dans un état de décomposition avancée, parce qu'on a un système qui ne fait pas suffisamment de prévention, alors qu'on a une population vieillissante et vieillissante en mauvaise santé. On a un système qui n'est pas organisé pour gérer les pathologies chroniques. Or, 80% des pathologies aujourd'hui sont des pathologies chroniques. Comme ça, on peut continuer la liste qui explique que notre système est dans une situation de crise. Donc ça n'a pas l'air d'intéresser le gouvernement, et on est dans une forme d'irresponsabilité du gouvernement, puisqu'on entend beaucoup le mot responsable. Donc, on se dit, le seul objectif, c'est de faire 5 milliards d'économies. Je rappelle que les 5 milliards sont basés sur une volonté que les dépenses de santé n'augmentent que de 2% au lieu des 4%, qui est l'augmentation tendancielle. Mais là aussi, ce chiffre est totalement à côté de la plaque. Pourquoi ? On est aujourd'hui dans un déficit structurel de l'assurance maladie de plus de 15 milliards d'euros. Donc, si l'État était responsable, il nous proposerait sur 3 ans, parce qu'on ne peut pas rétablir ça sur 1 an, voire sur 5 ans, une trajectoire budgétaire qui revienne à l'équilibre. Et là, l'État, en réfléchissant un petit peu à l'avenir du système de santé, comprendrait qu'on est obligé de restructurer le système de fond en comble, parce que le système est en train de dériver, il n'est plus adapté. Donc, vous pouvez toujours après prendre une calculette et dire « Ah, mais si je ne rembourse plus les 7 premiers jours d'arrêt maladie, si je ne rembourse plus certaines affections de longue durée, ou tout du moins certains médicaments, mais ça n'a aucun sens. Vous demandez un effort. » Ce qui veut dire, Frédéric Bizard, si je vous comprends bien, c'est qu'en fait, toutes ces annonces faites par Catherine Vautrin aujourd'hui dans Le Monde, ça ne sert à rien. C'est pas suffisant pour permettre à notre système de santé d'aller mieux. Non, mais ça sert juste à reporter le problème un petit peu plus loin. Le seul point, c'est que si on était sur un système qui fonctionnait bien, qui était organisé pour gérer les principaux défis que j'ai cités juste avant, bon, ok, pourquoi pas, on ajuste à la marge. Mais là, on est dans un système qui est dans une crise profonde et qui est déjà, si on s'arrête juste sur les aspects budgétaires, dans un déséquilibre qui n'est pas soutenable. Donc, c'est particulièrement irresponsable de ne pas proposer. Après, on peut être d'accord sur les mesures proposées ou pas. Mais encore une fois, une trajectoire budgétaire qui, par les recettes et par les dépenses, nous permette d'ici 2030 de retrouver un équilibre qui est en effet une condition. C'est pas un objectif, c'est une condition pour avoir un système de santé durable. Mais c'est la désorganisation de ce système, l'absence de politique de prévention. Et là, l'État est directement responsable de ça. Donc on a une liste à la. Est-ce qu'il y a un problème de système ? Vous l'avez évoqué, vous donnez des exemples. Est-ce qu'il y a en parallèle également de vrais problèmes d'abus de certains assurés médicaux ? Mais madame, il y a des abus partout. Il y a des abus chez les journalistes, chez les économistes. Bien sûr qu'il y a des abus dans toutes les professions. Vous n'avez pas de profession qu'avec des gens parfaits. Mais quand on parle d'abus, c'est qu'on n'a vraiment plus d'autres choses à dire. Les abus, ça doit être une lutte permanente. Les abus, les tricheries, les excès. Bon, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Encore une fois, l'assurance maladie a un département qui lutte contre la fraude, et ça, c'est une lutte quotidienne. Mais quand, encore une fois, on fait de la politique de santé une lutte contre la fraude, c'est qu'on refuse, soit parce qu'on ne comprend pas la situation, soit parce qu'on ne veut pas aller vers ce geste réformateur. Notre système est complètement au bout du rouleau, parce qu'il a été pensé pour une population jeune, il a été pensé pour des pathologies aiguës, et il a été pensé sans cette révolution technologique. Donc il n'y arrive plus à gérer les défis actuels. Est-ce que vous avez entendu juste le moindre mot réforme de la part de la ministre de la Santé? Rien. Elle pense juste qu'en faisant des économies et en coupant dans les remboursements, on va permettre d'aller un peu plus loin. C'est irresponsable. Merci beaucoup. Ce budget santé, il est indéfendable et ne peut pas aller très loin, je pense. Merci beaucoup Frédéric Bizard pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie et spécialiste des questions santé à l'ESCP. Tout de suite le temps.